Les orgas sont majoritairement tenus par des hommes. Les problèmes de VSS sont récurrents partout, bien sûr. C'est un problème humain, du fait des conséquences sur les personnes qui les subissent, mais aussi un problème politique, car ça éloigne les femmes du militantisme. La drague n'est jamais saine dans un contexte où il existe un jeu de pouvoir. Mais oui, ça va ou quoi? On voulait faire un stream réponse au-delà du fait d'avoir des débats sur Twitter à la con avec Pas du Team, Dr Zoé et compagnie. Juste, on va faire une discussion à 4. Donc avec Cassandre, avec Nonor de la chaîne Nonor et Don Max, et avec Doberman Malgache. Il fallait être nombreux un peu pour répondre, quand même. C'est pas qu'un débat Twitter, quoi, c'est sérieux. Attendez, je vous appelle. Hop, allô. Ah. Ça va ou quoi? Allô. Enfin. Oui, allô, attends. Pour lancer un peu la discussion, on voulait se réunir à 4 pour parler des récentes positions de Dr Zoé sur l'interdiction de la drague en assaut, et par extension aussi de son équipe, puisque Position Revue et Pas du Ring ont l'air plutôt d'accord avec cette position, y compris un certain nombre de personnes sur ce réseau social. Mais voilà, comme d'habitude, les gens... D'une ligne politique. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? On peut parler d'une ligne politique. Bah, en tout cas, il y a une ligne politique qui se dessine, ouais. Il y a une ligne politique qui se dessine, et c'est pour ça que c'est pas simplement un énième débat Twitter, blablabla. Je sais pas, moi ça me tenait à cœur de faire un stream pour en parler, parce que c'est révélateur de problèmes qu'on a à gauche. Je sais pas comment on peut caractériser ça. Est-ce que c'est un peu le retour des sex wars? Qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? Donc, je sais pas. C'est évolué, quoi. Il y a aussi, enfin, il y a le côté éternel retour et en même temps le côté terrain miné. Moi, enfin, je trouve que le problème aussi, c'est que du coup, il y a un retour d'un certain autoritarisme, mais mélangé en plus à un certain discours révolutionnaire qui fait que du coup, ça s'exprime de tous les côtés. Il y a eu aussi le fait qu'une certaine partie de la gauche autoritaire est un petit peu assimilée même des discours, et du coup ça fait que tout le monde est un petit peu perdu, je trouve. Donc c'est bien qu'on puisse un petit peu détricoter le truc. Vous inquiétez pas, le chat, on va vous expliquer c'est quoi les sex wars, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les débats, c'est quoi l'historique. On a bouquiné, hein. C'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question qui traverse le féminisme depuis longtemps. Et c'est pas simplement que les gens pourraient s'attendre à savoir une guerre de chapelle entre Zawa et Pas du Ring. Non, genre ça va beaucoup plus loin que ça. Et c'est pour ça que ça me paraissait important. Et donc du coup, pour ce faire, tout part de ceci. Donc voilà. Donc ça part d'un tweet d'une personne qui a dit: il faut impérativement interdire que des gens en couple soient cadres en même temps à la JC. Et apparemment ça fait... Enfin c'est... Bon, à la JC apparemment c'est le bordel. Dans l'orga il y a comment dire, il y a des mecs qui se protègent entre eux, qui ont fait des conneries, qui ont des positions de pouvoir sur d'autres militants, et donc l'ambiance est pourrie, et finalement ça dégoûte des jeunes militantes, et ça fait que de plus en plus elles partent de l'orga et tout ça, et du coup les militants se demandent qu'est-ce qu'on en fait. Et donc Dr Zoé, By the way, vas-y. ce qui est le cas de beaucoup d'organisations de jeunesse, parce que le propre des organisations de jeunesse, c'est qu'il y a un gros turnover. En fait, comme c'est sur un laps de temps dans ta vie qui est assez court, ça donne très très peu de temps à une formation sur le temps long, et ça fait que beaucoup de gens arrivent tout fraîchement, doivent tout apprendre, et se retrouvent d'autant plus face à des situations où leur naïveté, leur jeunesse peut être instrumentalisée contre eux. Donc c'est le cas à la JC, et ce qui est aussi renforcé par une culture politique un peu rouge-brune qu'il peut y avoir dans pas mal de JC, pas toutes, mais certaines JC. Mais c'est vraiment un truc dans la plupart des organisations de jeunesse, en fait, ça arrive. Mais après, moi, avant de lire le truc, moi j'ai une question, une interrogation, c'est comment ça fonctionne, ça? Ça veut dire que on reste pas éternellement dans une organisation de jeunesse. Par contre, la direction c'est des vieux. Par quoi c'est piloté pour créer une hiérarchie, en fait? C'est ça que je me demande. De ce que j'ai vu un peu autour de moi, parce que j'ai pu côtoyer des gens qui étaient allés à JC à l'époque quand j'ai commencé à militer, en fait, t'arrives et en vrai, tu montes. Alors très souvent, en effet, c'est les gens les plus âgés, donc ils sont autour de 23, 24 ans, qui sont par défaut, en fait, de par leur ancienneté, plus facilement propulsés en situation de responsabilité. Aussi très souvent parce qu'ils seront aussi dans un appareil de parti, en l'occurrence souvent le Parti communiste, qui leur donne
une assise hiérarchique en fait. Mhm. Souvent en fait la cooptation se fait en fonction de voilà. Après bon la JC on va me dire c'est autonome au Parti communiste, oui, à mon avis. Mais en fait, très souvent, en fait, les gens qui vont monter, ça va être en fonction de la tendance dans laquelle tu es, ça va être on va parfois organiser des élections, souvent en fin d'année, alors quand tu es arrivé il y a un an, peut-être que tu vas être en suppléance du binôme ou peut-être que et cetera et en fait, tu vas monter progressivement en fonction de l'ancienneté, en fonction de déjà si tu as envie de te mettre en avant et très souvent aussi en fonction de ta présence en action. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps en action, qui est tout le temps, sur l'organisation des trucs, qui devient très, très vite pote avec les gens parce qu'en fait, c'est aussi des réseaux de sociabilité militante tout simplement. Donc quand tu vas boire des coups, que tu deviens pote, bah, du coup, c'est plus facile le lendemain de te dire: «Vas-y, je me motive, pour faire, des posts sur les réseaux, pour aller au tractage» et cetera. Donc ça va faire que le fait de monter en intensité d'activité militante est souvent corrélé au fait de te faire des amis, de participer aux activités sociales et cetera. Donc c'est très souvent comme ça, en fait, que les gens, ils montent dans les orgas de jeunesse. C'est tu es présent, tu es intégré, donc tu te fais des potes, et aussi parfois simplement l'ancienneté de l'âge, et la proximité avec, la ligne majoritaire, du mouvement. Ouais, l'orga plus central. Du coup, c'est pensé comme un lieu de sociabilisation militant, et pourtant, ça veut simplement interdire les symptômes de ce qu'est une sociabilité militante. Là, pour défendre le tweet, en Vas-y. soi, que des gens en couple soient cadres en même temps, ça veut dire que donc tu sais, en gros, dans la plupart des orgas maintenant, tu as une pratique de base, c'est d'avoir un binôme paritaire. Pourquoi un binôme? Parce qu'en cas de problème avec l'un, tu peux aller voir l'autre, ça crée un équilibre, bon, souvent dans la répartition des tâches, généralement, c'est la meuf qui fait les trucs ingrats et c'est le mec qui est en avant, mais ça peut changer aussi dans l'autre sens et là, le tweet, c'est en mode, bah, si tu es un binôme et que tu es en couple, bah, s'il y a un problème avec l'un, on peut pas aller voir l'autre, vu qu'ils sont en couple, ils vont se défendre. En fait, pour moi, pour défendre le tweet, je trouve que c'est assez fair de dire que bah, de respecter que les binômes de cadres puissent avoir, même si en vrai, très souvent, les binômes, ils sont pas de quoi qu'il arrive. Mais tu sais, genre, il y a un truc en termes d'organisation, je comprends d'où ça vient, tu vois. Genre, ça se défend, de poser la question de bon, du coup, quand c'est une situation où c'est un couple, ça peut remettre en question la neutralité que doit avoir un binôme par rapport à l'autre, la fluidité de l'organisation. Tu sais, genre, c'est une question ouverte en vrai. Ouais, c'est un conflit d'intérêts. Mais du coup, Mm. enfin, moi j'entends qu'on puisse interroger les relations de pouvoir au sein d'une orga comme étant des conflits d'intérêts. Mais au bout d'un moment, ça étend le discours jusqu'à pousser l'idée de toute relation de pouvoir est un problème. Et c'est là qu'on en arrive à une ligne très autoritaire. Surtout, toute relation en général est un problème, j'ai l'impression. Oui, voilà, toute relation au final est un problème, puisque bon, globalement, des dynamiques de pouvoir, c'est un peu impossible à faire disparaître de relations sociales tout court, hein, même pas amoureuses, même pas sexuelles. Donc du coup, je vais lire le truc de Zoé. Alors, elle réagit. Il faut surtout mettre pour règle que draguer dans le milieu militant ne devrait a priori pas avoir lieu. Certains confondent leur orga avec un vivier inépuisable, souvent des hommes en responsabilité, et particulièrement avec des militantes plus jeunes et moins expérimentées. Les orgas sont majoritairement tenus par des hommes. Les problèmes de VSS sont récurrents partout, bien sûr. C'est un problème humain, du fait des conséquences sur les personnes qui les subissent, mais aussi un problème politique, car ça éloigne les femmes du militantisme. La drague, entre parenthèses, n'est jamais saine dans un contexte où il existe un jeu de pouvoir. Tellement de choses à dire. Ah oui, on y reviendra. Une asymétrie de position sociale et globalement, c'est très chiant qu'un homme ne puisse pas interagir avec une femme sans envisager systématiquement de mettre son pénis ou autre à l'intérieur. Il est évident que quand des personnes passent beaucoup de temps ensemble ou ont des centres d'intérêt communs, les relations intimes peuvent naître. Mais ça n'a rien à voir avec la drague industrielle et systématique que se permettent beaucoup de militants. Tout bon marxiste sait que le monde ne se change pas par déclaration d'intention et vœux pieux. Il faut des conditions concrètes pour que les VSS en milieu militant cessent, des règles claires, des instances décisionnaires pour les faire respecter. Adresser ces questions est une première étape, en tirer des conséquences concrètes et la suite nécessaire. Nous sommes énormément de femmes à avoir été dégoûtées par nos expériences militantes à cause des mecs qui font de la merde et sont protégés voire encouragés par leur orga. On ne va pas attendre que nos camarades fassent leur petit développement personnel, il faut des femmes en responsabilité, des codes de conduite clairs, un cap clair, dégager ceux qui y dérogent. Personne n'est indispensable ni irremplaçable et personne ne change sans dépositionnement. Alors, déjà, le fucking rapport. Oui. Parce qu'on part d'un tweet qui dit les cadres en couple avec le conflit d'intérêts, etc. Et elle dit oui, les VSS et les gens qui draguent de face. Enfin, pour elle, deux cadres en couple, ça veut dire drague industrielle. En fait, pour moi, ça révèle tout de son puritanisme ou de son obsession. C'est que ce tweet qui n'a rien à voir avec ce qu'elle dit, elle le transforme en un sujet sur les VSS et la prédation de certains mecs. ouais, Genre, t'es en mode, mais après, le tweet.
Après, je vais me faire l'avocate de Dr Zoé. C'est que, en fait, il y a un problème à la JC. Genre, vraiment, il y a un problème, tu vois. Et c'est juste qu'elle pose pas le contexte. Mais en fait, à mon avis, elle doit en parler avec des amis à elle et tout. Et donc, en fait, ça ressort à ce moment-là, en mode parlons-en, tu vois. Non, mais on part quand même de quelqu'un qui dit, enfin, qui pointe le problème que deux personnes en couple soient cadres en même temps. Et t'as Zoé qui saute dessus en disant draguer dans le milieu militant, attention! Et du coup, enfin, moi c'est surtout le jump qui me Oui, fait un oui, peu oui. rire, tu vois. Enfin, il y a- c'est vraiment de 0 à 100 en 2 secondes. Et ensuite, moi, ce qui m'énerve, c'est non seulement ce jump-là, et ensuite de rétro-pédaler derrière en disant, mais vous avez pas compris, j'ai pas dit Hmm. ça. Bah, je pense que ça mériterait qu'on revienne tweet par tweet sur Ouais. tout le glissement qu'elle opère progressivement avec l'emploi de certains termes. Mm. Déjà, de parler de draguer, ensuite d'aller jusqu'à drague industrielle, ce qui est quand même un autre stade en termes de prédation, en termes de oui, parce que ça existe. Des mecs, je crois que c'était Sharp qui avait partagé un thread, oui, qui prennent le trombinoscope et qui agressent des meufs, etc. Mais bah, là, on parle d'agression, mais on est au-delà de la drague. Qu'est-ce que tu appelles la drague? Est-ce que la drague, c'est forcément un mec qui va prendre un vivier de meufs et aller les draguer, ou simplement, ah tiens, on est camarades et puis on a des petits feelings et peut-être que ça va matcher, et puis l'approche préalable en fait à éventuellement établir une relation ou pas. La façon dont elle code ce mot-là de la drague, elle le code de façon nécessairement prédatrice Oui, c'est ça. et nécessairement suspecte. Ah ouais. Parce que c'est la sexualité au fond, c'est ça. Derrière la drague, il y a l'idée que c'est la sexualité. Et comme la sexualité, il y a ce fond un peu chrétien, mais qui s'est transmis et qui a été rejoué par plein d'autres institutions comme la médecine, la psychiatrie, etc., qui fait de la sexualité quelque chose de négatif en soi, ou de dangereux, ou un peu qui est un côté un peu exceptionnel, qui fait qu'après on arrive à faire des extrapolations et des liens complètement lunaires. Oui, Ouais. il y a des espèces d'équivalences, enfin, qui moi personnellement me terrifient parce que c'est vraiment le côté perversion, ennemi de l'intérieur, nanani, nanana, quoi. Genre, si on étend le truc. Moi, Oui, et que du coup, pour ça, comme elle identifie le problème qui est la drague, donc sous-entendu en fait toute sexualité, quoi, tout rapport à la sexualité, la sensualité, etc. Et elle parle quand même de faire en sorte que la drague ne puisse pas avoir lieu, ce qui est quelque chose finalement d'assez flou en fait, on sait pas trop ce qu'elle met Bah oui. derrière. Et en fait, quand elle va développer dans son trait et expliquer ce qu'il y a derrière, bah là on va comprendre qu'en fait elle parle de VSS et de prévention des violences. Mais du Mm. coup en fait on parle pas du tout d'interdire la drague. En fait, tu as un truc où c'est vraiment cette entreprise de codage qui révèle toute la vision puritaine qu'elle place en fait au travers de finalement c'est quoi la cause des VSS? Bah, quelque part c'est les gens qui se draguent quoi. bah, Mmh. moi, attendez, je me suis fait Clairement. une petite liste. Je sais pas. Mais moi, je m'étais fait une petite liste. Et juste, c'est surtout par rapport à ce qu'elle dit là, la drague n'est jamais saine dans un contexte où il Ah oui, existe des jeux de là pouvoir, Ouais. une asymétrie de position sociale. Juste revenir sur le fait qu'il n'y a pas de relation sociale sans asymétrie. Vraiment appuyer déjà ce principe-là. Ou alors, je sais pas, tu as une pensée où tu imagines que les individus au sein d'une classe sont globalement pas très différents et tout ça, mais tu peux toujours trouver des différences. Enfin, je veux dire, même des différences de gabarit ou même des trucs. Enfin, l'asymétrie, c'est propre à la vie, j'ai presque envie de dire. Donc, il y a une forme d'idéalisme dans cette idée de on devrait pouvoir trouver des configurations sans asymétrie de pouvoir, c'est juste de l'idéalisme. Et ensuite, insister aussi sur le fait de le pouvoir, ça ne signifie pas in fine la violence. Le pouvoir, enfin surtout dans des contextes de séduction, des contextes amoureux ou sexuels, le pouvoir, ça peut être aussi très excitant. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Butler. J'aime bien, voilà quoi. Et moi, j'ai envie d'interroger un peu son truc, parce que si on pousse sa logique, pourquoi est-ce que la sexualité, ça serait le seul terrain où la simple existence des jeux de pouvoir poserait problème? Que dire de la hiérarchisation même d'une organisation? On est anarchiste sur le sexe et pas sur le reste, tu vois? Enfin, il y a un peu ce truc de... Mm. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est une critique du pouvoir, mais pourquoi elle est seulement là, en fait? Mais parce que à la fin, ça révèle vraiment le fond sur la sexualité comme un truc exceptionnel et comme un truc qui impliquerait nécessairement de la violence, quoi. Et ça, c'est vraiment le fond. Bah, après, on pourra parler des sex wars un peu plus tardivement, mais Hmm. même sur la drague, il n'y a pas de drague saine dans un contexte où il y a une asymétrie de position sociale. Mais l'hétérosexualité, c'est quand même le principe. Et ça, elle en parle jamais. Enfin, je veux dire, et franchement, c'est bon, bref. Je trouve ça un peu lunaire en fait, même de pas avoir, de pas penser simplement à l'hétérosexualité qui induit de fait. Et pourtant, on n'interdit pas l'hétérosexualité. Au niveau de l'asymétrie,
et d'attendre qu'il y ait une parfaite symétrie entre tout le monde pour consentir à quelque chose. Enfin, ça, on en parlera aussi un peu plus tard parce que finalement, on lira au Sex Wars aussi. Mais moi, le premier truc qui s'est allumé dans ma tête, c'est que c'est un discours, c'est beaucoup aussi le discours des abolitionnistes, quoi. Le truc de dire qu'on est en incapacité de consentir quand on a voilà, une relation à l'argent ou. Enfin, en plus, sous des discours de protection, hein. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie d'appuyer aussi, c'est que c'est toujours fait sous le truc on va sauver tout le monde, voilà, on va sauver les femmes, là pour Zoé, c'est vraiment full sauver les femmes. Mmh mh. C'est l'un des premiers trucs qui s'est allumé dans ma tête, c'est que la finalité, c'est vraiment tous les discours qui installent aussi justement ce climat il faut faire attention à tout, voilà, tout est le monde est un danger extérieur parce que tout est Mmh. inégal et du coup on est aliéné, etc. Bah, Et, c'est un peu et- un truc sexe négatif, tu vois. Ça veut dire que ce qui en résulterait ne serait que négatif au bout du compte, en tout cas en proportion Mmh. majeure. C'est-à-dire qu'on part du Mmh. principe que la rencontre amoureuse, la rencontre sexuelle, surtout au sein d'une orga, bon, bah, ça se solderait quelque part de manière inévitable par des choses négatives. Je trouve que c'est aussi idéaliser la fonction de l'organisation dans le rapport de force qu'elle met dans la société vis-à-vis de sa fonction, de sa mission. Et c'est ne pas constater les conditions matérielles mêmes qui permettent l'émergence de ce rapport de force, à savoir les militants, les forces en présence, et le fait que bah, ces gens-là, quand ils arrivent des fois au sein d'une organisation, ils sont cassés, ils sont abîmés, ils ont des problèmes, ils sont dysfonctionnels. Ou juste c'est des gamins. Ouais, Oui. Oui, ouais, et oui, de surtout ouf. pour les organes de jeunesse, mais c'est surtout qui a les codes. En fait, la question au bout d'un moment, c'est qui a les codes. Qui a les codes, qui discrimine sur la base de qui a les codes et qui ne les a pas. Et quel schéma de tri social ça finit par opérer, en fait, comme Voilà. partout ailleurs, tu vois. Donc en fait, moi je trouve que ce qui est bête, c'est que si tu as une organisation qui vise à transformer le monde, alors ça fait partie de sa mission que de transformer les sociabilités au sein de l'organisation même. C'est d'y réfléchir, c'est de trouver des outils, c'est d'être créatif, c'est de transformer. Et pas simplement d'interdire, tu vois. Il va juste créer une espèce de flicage, de surveillance entre les gens. Et c'est pas du tout comme ça qu'on a envie d'intéresser les gens à la lutte, au militantisme, désolé. C'est-à-dire que le rapport sacrificiel moine-soldat, c'est très bien pour des gens qui ont bossé Marx pendant des années, mais les gens qui viennent souvent en assaut, c'est pas des gens qui ont un squelette politique très élaboré, hein. C'est des gens aussi ils vont devoir comment dire, trouver dans la lutte à la fois les outils pour comprendre pourquoi ils luttent, mais à la fois les relations et les attaches qui leur permettent d'aimer ce qu'ils font. Mmh, mmh, mmh. Et ça passe par le fait d'être dans un climat où on peut relationner, on peut se faire des amis, on peut potentiellement tomber amoureux, on peut se draguer. Bah, Bah, pour te ouais, vas-y. rejoindre Moufette, faudrait vraiment aussi définir ce que c'est la drague, hein, parce qu'après on Oui. voit que souvent, ben, c'est justement la drague de certaines personnes qui va plutôt être visée et mise en Oui. évidence et qui va, entraîner une exclusion et pour l'avoir vécu dans certains, contextes militants et tout, parce que j'étais pas dans des organes jeunesse, mais j'ai un peu milité, c'est souvent la drague de certaines personnes qui va poser problème et aussi souvent c'est justifié pour solder des accords politiques et là ça devient vraiment un problème puisque si la drague elle est faite de manière acceptable, un peu pseudo-intellectuelle, et cetera, là ça va passer. Mais si c'est la drague trop évidente parce que la personne n'a pas les codes pour te rejoindre, bah là tout de suite ça va justifier l'exclusion. Et derrière, l'institution, enfin l'institution, là je parle d'organisation, mais en sortira plus pure, et cetera. Enfin, c'est ce qu'elle disait Gaëlle Rubin, mais la loi est plus soucieuse de maintenir les institutions dominantes que de protéger d'éventuelles victimes. Et là on voit les limites. Je dis pas que Docteur Zoé c'est le cas, qu'elle veut juste protéger son organisation, Mm. mais sincèrement, dans le cas où ce serait imposé, parce que c'est déjà le cas, comme elle le dit, il y a des organisations qui ont interdit la drague, et cetera. Mais par ailleurs, même au-delà des organisations militantes, il y a plein d'associations où ils ont des chartes énormes de ce qu'il ne faut pas faire, et cetera. Puis par ailleurs, le viol et l'agression sexuelle, c'est puni quand même. Donc il y a un moment aussi où on se demande ce qu'elle veut de plus finalement et si vraiment ça va servir vraiment à protéger les victimes, quoi. Moi, c'est juste la question que je Oui. pose Mmh. parce que voilà, j'ai été victime et il y a aussi le truc de toujours dire, «Ah bah oui, vous soutenez des pédos, vous soutenez des violeurs si vous êtes pas d'accord avec nous». Non, on a peut-être d'autres manières de réfléchir au sujet et faut nous écouter parce que ce qu'on dit aussi ce qu'on dit théoriquement part de nos vécus et ça, je pense que c'est important pour aussi dépolariser le débat, quoi. Après, c'est peut-être mon mauvais soupçon qui parle, mais qu'en fait, finalement, c'est une façon de coller la figure de l'avant-garde à l'organisation et que finalement, ça implique d'extraire l'organisation de son
contexte social, parce que même si tu interdis la drague à l'intérieur, bah, ça t'empêche pas de subir des violences à l'extérieur, ça t'empêche pas Et oui, de continuer de rencontrer les gens hors de ton contexte militant, Oui. et oui. et qu'il se passe des trucs. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, pas de fantasme, mais d'espoir éventuel que les organisations puissent s'extraire finalement du contexte patriarcal qu'il y a autour et en faire totalement fi, ou alors le mettre entre parenthèses en mode ah, les mecs ils ont qu'à dégager, c'est le reste de la société qui devra s'en charger, mais du coup bah, en attendant le reste de la société s'en charge déjà avant qu'ils rentrent dans l'orga. Tu sais, t'as un truc de Bien presque sûr. comme si tu pouvais éliminer dans l'organisation le patriarcat alors qu'il Ça, il y a un existe truc absolument d'épuration, partout ailleurs. Et puis c'est une manière aussi de, repousser les VSS hors de l'organisation, quoi. Mhm. D'en faire un espèce de sanctuaire privilégié, avec un truc des organisations pures. Enfin, moi, pour l'avoir vécu, parce qu'elle prend l'exemple de on a interdit, la drague aussi, dans les milieux universitaires, et les relations, sexuelles, médecins, patients et cetera. Pour autant, ça va pas empêcher les violences sexuelles et on voit le nombre de scandales, qu'il y a, enfin bref, c'est voilà. Et pour en revenir au cadre universitaire, enfin moi j'ai eu un cas où j'ai dû dénoncer des violences sexuelles, faites par, un mec, qui était doctorant et il fallait que je prouve, a absolument, genre dans les timelines que s'il m'avait agressé, c'était lié à l'université en question, alors qu'en fait c'était pas tellement le cas parce que, il va enfin je veux dire, quelqu'un peut te violer ou t'agresser sexuellement, ça peut être lié au fait que vous êtes rencontrés dans un endroit en tant que tel, mais ce n'est pas nécessairement, ça a pas nécessairement lieu sur le moment. Et donc, quand elle dit il faut bannir la drague de nos temps militants, mais quid de toutes les VSS qui vont se produire dans le cadre privé, même si les gens se sont rencontrés dans les organisations. Et le fou allié qui disait oui, mais du coup, vous pouvez draguer dans la sphère privée, bah, ça rejoue ce truc Bah oui. public-privé que je trouve complètement ridicule parce Oui. que les violences sexuelles, elles ont lieu spécifiquement dans le cadre privé. Les chiffres le montrent. Enfin bref, moi, ça me paraît un peu Bah, complètement c'est fou. ça, c'est que la vie, même, je prends une orga de jeune, moi je pense à quand j'ai commencé à militer, c'est bah oui, tu as les temps militants, que ce soit à la fac, sur les moments de tractage, sur les moments d'action, etc. Et puis après, bah du coup, il y a des liens qui se créent. Et puis après, du coup, bah ah tiens, il y a un tel qui fête son anniversaire. Du coup, bah on va à son anniversaire. Et c'est là qu'il va y avoir un peu plus d'alcool, éventuellement de rapprochement, etc. Moi, j'ai rencontré un mec Ah dans ces oui, contextes-là, tu vois. Et genre, tu as un truc de, techniquement, c'est pas le temps militant, mais ça reste des gens que tu as rencontrés dans l'orga. Ça reste un truc. Donc, est-ce que l'orga doit gérer ça? Est-ce que c'est à cause de l'orga que tout ça se passe? Ou alors est-ce que c'est simplement parce que je suis dans une société? En fait, tu as plein de trucs où il y a une espèce de fantasme de safe place absolu, là où bah, la réalité des relations sociales qui émanent d'une organisation militante, particulièrement d'une organisation de jeunesse, si on veut reprendre la JC, mais bon, n'importe quel orga, c'est que justement, c'est des relations qui se font dans la subtilité de ces marges-là, justement. Moi, j'ajouterais aussi que, en fait, par rapport à la masculinité hégémonique, ce fameux truc de dire oui, on ferait vraiment la guerre au patriarcat en venant créer des espaces où on interdit que ce genre de choses arrivent, en fait, c'est pas comprendre que la masculinité hégémonique, elle compose déjà avec des tas et des tas de situations de ce type-là. Ne serait-ce que, je sais pas moi, un père de famille, blanc, cadre, il n'y a pas de souci, quand il rentre en famille, il parle pas de ses fantasmes, il parle pas de ses aventures, voilà, tout est respectable, tout ça. Peut-être que le mec, il est en train d'agresser sexuellement sa secrétaire ou qui sais-je, et personne n'en sait rien. En fait, pourquoi? Parce que cette masculinité hégémonique se caractérise par le fait de se distinguer des autres masculinités subalternes, hein, les racisées souvent, par le fait d'être dans la contenance. Mais ça veut pas dire que ces gens-là, en position de pouvoir, sont malheureux des espaces où c'est interdit. C'est plutôt que l'espace où c'est interdit est une nouvelle règle du jeu pour eux et qu'ils vont réfléchir à des nouvelles manières de trouver des marges à l'interdiction, des situations de vulnérabilité pour agir. En fait, ça va rendre encore moins visibles les situations parce que bah, si la personne est un prédateur, disons-le, si la personne a un logiciel de prédateur, bah, elle va agir sur les personnes de plus en plus vulnérables et elle va agir dans les situations les plus obscures possibles pour que ça ne se sache pas. Et ce simple principe de l'interdiction ne réduit pas au silence l'alliance spontanée masculiniste qu'il peut y avoir entre les hommes. Ils n'ont pas besoin de s'organiser et prendre un café pendant 2 heures au bar pour se dire on va se couvrir. C'est un truc spontané. C'est un truc qui est propre au patriarcat. Des fois, ça passe par des regards. Un truc simple en fait, parce que c'est déjà des choses qui sont assimilées avant d'être dans l'orga. Et ça n'empêchera pas les gens d'agresser, vraiment, ça n'empêchera pas. Et puis, c'est un arrêt de la créativité. Et moi, il y avait Séphorette Trotsky, c'était en mode, en fait, ça met un terme au marxisme, quelque part. Mais pourquoi? Parce que dans la fonction du marxisme, d'analyser toujours plus le tissu social pour en tirer des conclusions
sur comment avoir une capacité à le transformer, bah, interdire, c'est s'arrêter d'analyser. C'est s'arrêter d'analyser ce qui se passe au sein des orgas, comment créer des instances qui permettent de réfléchir à sa transformation, à la meilleure intégration des gens qui arrivent. Et voilà, quoi, c'est un arrêt de la créativité politique, je trouve, vraiment. Moi, ce qui me fait bader, c'est vraiment le côté froid et quasi scientifico, je sais pas quoi, vraiment la considération d'êtres humains, genre comme juste avec des variables à régler, et comme ça, magiquement, ça va tout arrêter. Enfin, au-delà même de tout le débat qu'on est en train d'avoir, moi, ça me fait juste peur, en fait. Mm. Enfin, il y a un côté vraiment badant. Enfin, c'est quoi comme. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zoé pour se dire qu'un être humain fonctionne comme ça? Enfin, ça paraît un peu bête, hein. Ça paraît un peu terre à terre de dire ça, mais Bah, moi, parce que ça me fait trop bader. c'est l'attrait des solutions faciles, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui réagissent en mode mais on va pas attendre la fin du patriarcat pour ne pas se faire agresser, etc. Bah, désolé, mais bah, peut-être en fait. Vous vivez dans une saucisse, les gens. Hein. En fait, c'est que Oui, le problème, c'est que ça veut pas dire que l'organisation ne va rien faire. Et le problème de Zoé, c'est que c'est tout son côté anguille, tout son côté malhonnête, c'est qu'elle va se cacher derrière le fait de non, mais les orgas peuvent mettre en place des éléments de recueil de la victime, et puis en fait, la gestion des VSS, etc. Sauf que déjà, d'une, on parlait pas de ça à la base. Et de deux, dans ce cas, oui, tu prêches des convaincus. Tu prêches des convaincus, mais ça ne veut pas dire mettre fin à la drague. Le fait que le lien logique se fasse par la drague et non Oui, pas par les mécanismes de prévention qui peuvent exister, qui peuvent être imparfaits, qu'il faut renforcer, qui peuvent être mais que ça se fasse par la drague, ça arrive borderline sur du slut-shaming, parce que qu'est-ce que tu vas faire d'une meuf qui aura dragué et se sera fait après agresser par le mec? Parce Ah qu'elle bah là, aussi, elle elle va aura pas en dragué. parler, hein. Parce que en fait, c'est aussi ça le problème, c'est que le problème fondamental de la posture de Dr Zoé, c'est qu'en fait, finalement, elle sous-entend que le problème des violences, ça reste le sexe. Mais bien Bah sûr. oui, de manière essentialiste, bien. Après, moi, je peux entendre. En fait, moi, j'ai envie d'être mitigé entre le fait que bah, y a des meufs, quand elles ont des formules comme ça, cash, c'est du ras-le-bol aussi, tu vois. Et ça, il faut l'entendre. Mais le ras-le-bol pousse à une forme d'essentialisme de formule. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas seulement Dr Zoé. C'est aussi position revue et toute la bande qui en viennent à relayer et à défendre ce truc-là. Ah oui. Ça veut pas dire que nous non plus, on en a pas ras-le-bol. Enfin, je veux dire. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que plus on propose un truc d'interdiction qui fait un peu de genre du populisme, en fait, j'ai l'impression, bah ça va passer. Alors que non, je suis désolée. Enfin, et pour les trucs de l'interdiction, moi j'ai vécu un cas dans une association où j'ai vécu des VSS. C'était une association culturelle, etc. Et pour le coup, il y avait tout un tas d'interdictions de ce genre. Hein. Vraiment, hein. Et pour autant, quand j'ai dénoncé les violences sexuelles, en question, on m'a dit: «Ah oui, mais écoute, tu là, t'as fait ça, bah, tu devais pas le faire, c'était dans le règlement, donc pourquoi tu l'as fait? Bah, écoute, c'est ton problème, quoi». Mm. Et tu vois, moi, c'est ça, genre, je dis pas que Dr Zoé va faire ça et j'espère que non, mais la question, c'est comment est-ce que ça va être réapproprié puisque ça reste toujours les mêmes qui sont au pouvoir, c'est-à-dire des hommes, puisqu'elle elle-même le dit, c'est des hommes qui sont, à la tête de ces structures et voilà. Donc à un moment, si, genre, on fait des interdictions aussi nazes que ça, et qu'on laisse les mêmes au pouvoir, même si elle dit qu'elle veut des femmes en responsabilité, et je comprends. Mais vraiment, je vois vraiment, vraiment profondément pas l'intérêt. Surtout qu'en plus, on sait que la plupart du temps, ce qui marche, c'est la socialisation classique des femmes, ben, c'est surtout l'autocensure, l'intériorisation du stigmate de la pute, qui fait que dès que tu vas avoir un désir sexuel un peu trop important, de toute façon, on fait peser sur toi l'idée que tu vas être une prostituée, que t'es pas une bonne femme, etc. Et que si t'arrive quelque chose, c'est de ta faute. Bah, pour moi, toutes ces interdictions-là sur la drague, ça rejoue ça. Et je suis désolée, mais je le pense très, très sincèrement. Et il n'y a pas que moi qui le pense aussi, quoi. Oui. Et je pense qu'il faut faire attention au fait de ne pas nous réduire à des soutiens de violeurs, quoi. Oui, oui. Et puis, bon, c'est toujours une position facile à tenir quand on est une femme mariée avec des gosses. Il y a aussi cette réalité-là. Bah oui. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'interminable tartine de Marxis Solect Rappel jusqu'ici, petit rappel de la rhétorique. Ouais. Jusqu'ici, la rhétorique, c'est interdiction de la drague, car drague égale drague industrielle. Jusqu'ici, c'est la rhétorique qui est développée. Des Ouais. gens commencent à tomber sur Dr Zoé en mode dinguerie un petit peu, t'exagères pas un peu. Et du coup, Zoé qui commence un petit peu à rétropédaler en mode non, mais la relation de pouvoir, mais la domination, etc. Donc là, on commence à assister un petit peu à, comme les gens l'ont attaqué sur le fait qu'elle parle d'interdiction, du coup, on se fait traiter de libéral. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas du tout. En fait, désolé, mais c'est un problème qui existe. Et globalement, effectivement, en fait, moi, je vais partir de ma perspective. Moi, les assos que j'ai connus, c'est plutôt des assos LGBT, trans et tout ça. Et effectivement, des fois, un des problèmes qu'il y a, c'est que les gens se draguent, il y a des polycules,
Il y a 30 000 relations, ça crée des conflits d'intérêts étranges. Des fois, tu sais même pas pourquoi les personnes se détestent et en fait, c'est à une soirée qu'il y a eu un truc. Bref, je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol et d'ailleurs, je vois des gens réagir et être derrière Dr Zoé qui sont des gens que je connais et que j'ai pu fréquenter dans des associations de ce type-là. Donc en fait, je vois que c'est pas seulement un ras-le-bol par rapport au patriarcat, mais c'est aussi un ras-le-bol par rapport au contexte de promiscuité. Et notamment dans des assos LGBT. Mais évidemment, enfin je veux dire, les LGBT, ils se retrouvent à repartir de la case départ la plupart du temps, que ce soit en matière de sexualité ou de genre. Ils savent pas quoi faire de leur corps, ils connaissent mal leur sexualité, et ils se retrouvent dans un espace où d'un coup, on les drague, on leur propose potentiellement de passer un bon moment un soir, tout ça. Et ça les chamboule, et ça peut créer des dysfonctionnements du point de vue de l'asso. Donc en fait, le truc, c'est pas d'interdire, mais par contre, poser certains garde-fous pour éviter que ça dégénère. Et moi, je trouve qu'un truc qui me paraît simple, c'est que quand on est dans une organisation, dans une association, en général, il y a 2 temps. Il y a le temps pour être efficace, il y a le temps pour se concentrer sur une mission, ou alors pour faire une permanence, accueillir des gens, des trucs comme ça. Et il y a le temps pour être tranquille, voilà, c'est la fin de journée, on boit tous un coup ensemble, on discute, petite soirée, des fois il y a des orgas qui ont des bars. Enfin voilà, je veux dire, séparer ces 2 temps, ça me paraît déjà être une manière de réfléchir à la manière d'organiser ça en asso qui me paraît plus juste, non? Ouais, mais moi, c'est ce qui me fascine, c'est justement, est-ce que au lieu d'essayer d'édicter une milice de surveillance et des chartes, est-ce qu'on pourrait pas juste expliquer et faire confiance aux gens dans l'orga même? Enfin, juste basiquement ça, je sais Ouais, il y pas. a ça, il y a ça. Mais effectivement, parfois, ça peut partir en couille. En fait, c'est un truc qu'il faut Ouais, entendre, mais en je fait, pense, tu vois. ça fait partie du package aussi. Enfin, c'est peut-être un peu bête à dire, mais je sais pas. Oui, Il y a, il y a, d'accord il avec y a il y toi. a ce côté, il y a ce côté bah, soit du coup, tu importes ton petit modèle judiciaire, ton petit modèle de tribunal, que c'est ce que j'ai essayé de dire à Zoé. Bon, après, j'ai abandonné, mais je lui ai dit, mais tu essayes de transvaser un modèle policier, un modèle de panoptique. On va en revenir à Foucault. Bah Bref, oui. Bah on y non, mais viendra c'est. plus tard. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Mais est-ce que t'es vraiment obligé de transcrire des logiques de surveillance et des logiques punitives au sein même d'une orga, où justement tu as déjà des fois des gens aussi qui viennent parce qu'une orga, enfin, c'est censé aussi offrir un modèle différent, un modèle où tu peux te sentir rassuré, justement entouré d'autres personnes et séparé de l'instance policière, parce que même les redites d'instances policières, même s'il n'y a pas de police même à l'intérieur de l'orga, ça éloigne forcément certaines personnes. Je parle bien évidemment des Noirs et des Arabes, bref, mais c'est un truc aussi simple que ça, quoi. Puis Bah, même, qui a les codes, même tout, qui les a pas, hein. et puis la logique normative de justement imposer un certain code de comportement à l'intérieur d'une orga, ça fait que, comme tu disais juste avant, il y en aura qui vont réussir à prendre le train et à calibrer leur comportement pour justement répondre à ça. Et pour tous ceux qui n'arriveront pas à calibrer, on fait quoi? Enfin, du coup, ce sera les premiers à être ostracisés ou virés, ou enfin bref. Mm. Bah, encore une Voilà. fois, d'autant que, comme disait Moufette, si tu vises les personnes qui ont un comportement de prédateur, c'est-à-dire qu'on vraiment consciemment, qui voient les meufs comme un vivier, qui vont vraiment, etc. Il y a dans toute la littérature mascu, libertine, dégueulasse, t'as tout ce truc-là de une meuf qui me résiste, c'est un challenge en plus. Mm, mm, mm. Donc, ce qui va te résister, ça va être les règles. Donc, ça va faire partie du jeu Mmh. de contourner les règles. Donc, précisément, tu ne vas pas pouvoir viser les personnes qui ont cette vision-là, ce comportement-là conscient Mm. de prédation, qui sont, je l'espère, une minorité, mais qui existent. Mais par contre, tu vas permettre tu vas permettre en fait d'instrumentaliser auprès des personnes qui n'ont pas les Mm. codes, tous les trucs de si tu as des comptes politiques à régler, tu vas d'autant plus davantage pouvoir instrumentaliser ça au lieu de prendre en charge la personne comme simplement une personne qui n'a pas les codes, une personne qui Mm. est encore en construction, une personne qui est encore en train de découvrir les questions féministes, de consentement, etc. Parce que, spoiler alerte, on ne naît pas woke. Et éventuellement, tu vas te priver de la possibilité d'amender et de faire changer ces personnes-là. Et donc, de ne pas les transformer en prédateurs. Parce que qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras éliminé la personne? Ça va créer du ressentiment, ça va créer de la haine. Du coup, éventuellement, cette personne va peut-être être un petit peu plus tentée d'aborder, d'adopter un comportement de prédation parce qu'elle se sentira injustement empêchée, etc., etc. Et là, tu vas créer un prédateur. Je trouve qu'en fait, c'est un peu un truc de... Les organisations ont une responsabilité d'éducation et de politisation des Oui. personnes parce que tu arrives, rien que
de base, déjà, tu te politises, tu apprends de la théorie, des trucs comme ça, tu apprends à parler à des gens, tu apprends à échanger, à convaincre des gens de positions politiques, etc. Et je pense que décider arbitrairement que ça s'arrête au genre, ça me paraît un peu bancal. Mais du coup, moi, j'ai envie de lire Position Revue, mais je retrouve pas mes lunettes pour le. Et j'ai trop de cheveux. Alors, bon, je pars, hein, ça va être long. Alors, très juste, pardon. Très juste. On voit ici la limite de l'analyse. Bon, j'arrête. On voit ici la limite de l'analyse abstraite et simpliste des interdictions, comme simple effet vertical de domination et coercition, et leur transgression comme une expression positive de liberté. C'est une vision parfaitement libérale, dualisme et idéaliste. Ça commence bien. Hein, Attendez, je vous lis tout. Hein, vraiment, c'est le suppo. C'est le suppo. Il faut le prendre et après, c'est bon. Les interdictions dans les sociétés ne révèlent pas que les limites d'applicabilité des structures et normes sociales. Il n'y a pas d'interdiction ou de prohibition lorsqu'une norme est parfaitement efficiente et hégémonique. Ça n'arrive jamais car les sociétés sont contradictoires. L'effet d'interdiction est toujours mis en tension quand une structure sociale ne peut s'appliquer totalement. S'il est possible de la contourner ou de faire en cachette, c'est ce dont on parlait, c'est parce que cette norme est encore assez forte et qu'elle ne nécessite pas la violence pour se maintenir. Plus l'opposition à la norme s'impose, cela signifie qu'une force, en l'occurrence un sujet collectif, réactionnaire ou révolutionnaire, tente de la dépasser et l'abolir. Plus la nécessité de prohibition et punitivisme va se faire important pour maintenir cette structure. Désolé, c'est un peu, il y a pas beaucoup de virgule. Cette dynamique de structuration par les luttes entre sujets collectifs au sein de société et sa dynamique même. Je peux traduire pour le chat si besoin. Vas-y. En gros, là, il est en train de dire, si tu dois interdire un truc, ça veut dire que ça fait pas de soi. Parce que t'as pas besoin d'interdire un truc que tout le monde est d'accord qu'il faut pas le faire. Du coup, si tu dis qu'il faut l'interdire, ça veut dire que la société est pas d'accord qu'il faut pas le faire. Ça veut dire que tu es obligé de mettre de la violence pour obliger les gens à pas faire un truc. Ouais. Sinon, ils sont tous d'accord de pas le faire, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'interdiction. Ouais. Donc, ce qu'il dit, c'est que le problème, c'est que il y a besoin d'interdiction si la norme que tu veux imposer n'est pas majoritaire. Parce que en gros, si tout le monde était féministe, oui, tu n'aurais pas à interdire aux gens d'être patriarcal, d'être misogyne, etc. Mais du coup, comme tout le monde n'est pas encore féministe, forcément, c'est perçu comme une interdiction par les gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc en fait, sous-entendu, tous les gens qui nous critiquent juste sont anti-féministes. Donc c'est du McKinnon. C'est bien, hein. C'est totalement Mais du même McKinnon. pas en plus, parce que McKinnon, plus. à un moment, elle dit, mais c'était trop marrant, elle dit il y a 2 types d'interdits. Il y a des interdits qui sont vraiment interdits, qui ont une vraie interdiction, et des interdits qu'on se plaît à transgresser. Et typiquement, l'interdiction de la drague, je vois bien comment ça peut être un truc que t'aimes transgresser, quoi. Genre vraiment, je trouve ça un peu à la con, quoi. Même elle critique ça, enfin, donc je sais pas, là franchement, je vois même pas le délire. Hein. Bon, attendez les amis, ce n'est pas fini. Pardon. Cette dynamique de structuration par la lutte entre sujets collectifs au sein de la société et sa dynamique même. Elle explique comment des comportements sont d'abord impossibles, puis marginaux tolérés, puis interdits et empêchés, et enfin violemment punis. Cette tension progressive révèle la lutte. Elle ne dure que tant que le mode de production et ses rapports sociaux fondamentaux tiennent en place. Cette tension n'est abolie que par l'abolition du mode de production. On voit ici que l'abolition n'a rien à voir avec prohibition. C'est là que ça devient pernicieux. Question à 1 million. C'est quoi le mode de production du patriarcat, du coup, position? Du coup, c'est quoi l'abolition du mode de production du patriarcat? Ce n'est pas la réponse. Parce que c'est bien d'avoir des termes très très vagues, etc. Mais concrètement, pour ce qui nous intéresse. Il n'est pas là, donc il peut pas. S'ils font un react, peut-être ils répondront. Mais non, mais parce qu'en fait, il balance des mots très théoriques, très très abstraits. Mais dis les termes un peu. Ouais, le capitalisme, un truc comme ça, je sais pas. C'est un peu simpliste. Il peut sortir les trucs reproduction sociale, etc. quoi, en mode. Mais il cite jamais des féministes marxistes très longtemps. En tout cas, ils détaillent jamais leurs pensées. Donc je sais pas s'il va connaître. C'est ça, quoi. Abolition signifie la disparition totale et significative d'une structure par la transformation fondamentale des rapports de la société. Cette focalisation sur la non-interdiction et la norme est donc un empêchement de penser la transformation. C'est une vision libérale. Si elle peut révéler également une forme de lutte immanente, elle ne voit pas la dynamique d'abolition sous-jacente étant un éternel équilibre impossible. Avec une reproduction oppositionnelle moralisante se cachant derrière la liberté, la tolérance et le non-punitivisme. Tu veux traduire ou pas ? En gros,
Ah, j'ai l'impression de parler avec une abolo qui refuse que je l'appelle prohibitionniste. Bah oui, hein, c'est ça, hein. C'est une dinguerie, oui. En gros, c'est que quand tu abolis quelque chose, c'est tu mets fin à ses conditions de possibilité. Donc en gros, quelque chose qui est aboli, c'est que cette chose ne peut pas être. Parce que structurellement, elle ne peut pas être. C'est-à-dire que par exemple, l'abolition du capitalisme, c'est lorsque le système économique capitaliste n'est plus le système d'organisation. Donc de fait, tu ne parles pas de capital, puisque de fait, il n'y a plus de capital. Tu vois. Donc c'est l'abolition du capitalisme. Et du coup, il dit que les gens qui se concentrent sur l'idée de l'interdiction, qui disent ah vous essayez d'interdire des trucs, ils ont une vision de comment dire, ils n'ont pas une vision de transformation des choses, ils n'ont pas une vision d'abolition, qui est la vision pure et noble et marxiste. Et les gens qui projettent sur nous une idée d'interdiction, enfin sur nous donc sur eux, c'est des gens qui ne perçoivent pas qu'on pourrait changer les structures. Et moi, j'aurais envie d'ajouter une phrase de Aya Gruber qui dit « Le système de justice pénale n'a pas fait avancer le projet féministe, c'est plutôt le féminisme qui a fait avancer le système de justice pénale. » C'est juste rappeler ce truc-là, quoi. C'est qu'au final, le projet d'interdiction de McKinnon, qui est une espèce de transformation à marche forcée de la société par le biais de la punition et de l'interdiction, au final, ça a juste permis, alors là on parle de l'État, on parle pas des organisations, mais il y a quand même un parallèle à faire dans tout l'arsenal punitif ou de règles que peut mettre en place une organisation. La stratégie McKinnon a renforcé le panel punitif sans pour autant donner des résultats de réelle transformation de la société, si ce n'est reléguer aux marges et à des situations plus dangereuses de se faire choper des prédateurs. Mais est-ce que les prédateurs disparaissent? Non, en fait, tout simplement, ils attendent juste le moment d'être des meilleurs prédateurs en agissant sur les zones les plus vulnérables du champ social, quoi. Oui, on va expliquer qui est McKinnon et Dworkin, le chat, vous Oui, inquiétez on pas, va expliquer, on va en reparler, les on va, sex wars on et va tout. parler des sex wars, mais avant. Ok, en revenant à notre exemple précis des systèmes de domination dans les organisations progressistes ou révolutionnaires, on voit ici quel sujet collectif porte l'interdiction et lesquels portent la liberté. L'interdiction est le support du sujet révolutionnaire féminin. C'est fou Et quand même. là, je pense Waouh. qu'il faudrait faire une pause en tant que telle, hein, pour Ouais. parler des sex Oui, wars oui, et oui. tout, quoi. Qui porte cette vision aussi essentialiste du sujet révolutionnaire féminin. Des femmes ont dit: «Faut interdire», donc elles ont raison, elles sont révolutionnaires. Alors Mais que c'est la classe justement, des femmes en général, porte l'interdiction et c'est évidemment la seule solution pour, Et c'est pour faire la révolution. alors que c'est au Bref. nom de la liberté justement que tout ça s'est porté. bah, Et bien oui. sûr. C'est au nom de l'émancipation. Ça veut dire quoi l'émancipation pour lui? Je sais pas. En effet, en s'imposant progressivement à la société ces dernières décennies, il devient de plus en plus hégémonique dans les organisations. Donc on parle de l'interdiction comme support. L'interdiction. Car il est plus transformateur, efficient et révolutionnaire. Pourquoi? Il commence à imposer ses rapports sociaux dans ces structures avancées, que sont les organisations révolutionnaires. Il fait alors face à la structure masculine portée par le sujet conservateur réactionnaire qui tente de maintenir son rapport de domination, que la norme actuelle ou l'informalité permet. Il faut donc empêcher par une nouvelle norme. Ces nouvelles normes sont de fait progressistes. Ok, Ah bah très bien. très bien, Ah bah bah si c'est Bah, c'est énorme. Bah, c'est bon, on a gagné. c'est magique, c'est incroyable. Par la vision Ta du gueule, c'est monde, magique. par la vision du monde et le projet collectif que recouvre ce sujet révolutionnaire féminin. C'est à travers cette projection que l'on dégage ces catégories. Bien sûr, cette tension et ce début de progrès est limité. Il s'agit par la suite, à partir de telles organisations nouvellement organisées et normées, d'abolir l'ordre ancien et de porter ces nouvelles formes de coopération, d'organisation, de rapport entre individus sur la totalité du monde social. Les organisations doivent se doter, donc la totalité du monde social, c'est quoi? On interdit partout? Non, mais en gros, c'est l'organisation révolutionnaire, c'est l'avant-garde et elle va essaimer dans le monde normal, quoi. Alors Ouais, c'est c'est un ça. discours d'avant-garde. C'est ça. Bah, elle va essaimer la peur, surtout. Les organisations doivent se doter d'organisations, de structures et de rapports sociaux adéquats à leurs projets pour la société. Sans ce début matériel et la discipline qui l'impose, Je suis d'accord, la France insoumise devrait être plus démocratique. C'est pas vrai, ça recommence. Il faut faire la 6ème République dans la France insoumise. Non, mais attends, mais il se rend compte de ce qu'il dit. la transformation de la société est impossible. Il ne pourra perdurer que la posture moralisatrice. Donc nous sommes des libéraux moralisateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire Ah. En quoi nous sommes des libéraux moralisateurs? Bon, on parle des sex wars? Ouais. Alors, tout ça, son truc de l'interdiction, c'est le sujet révolutionnaire féminin, c'est très bien, c'est super et tout. Ça vient pas de nulle part. Il y a des vieux débats dans le monde féministe. C'est pour ça que j'ai tiqué quand il a parlé d'abolition. J'ai l'impression de parler d'avoir un vieux discours à bolo sur la prostitution, etc. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de discours qui ont été cristallisés déjà dans les années 70 autour de, en fait,
des retombées en fait, des révolutions avortées slash révolutions sociales de la fin des années 60. On parle beaucoup de mai 68 en France, mais il y a eu aussi fin 60, début 70 autour de la guerre du Vietnam, etc. aux États-Unis. Enfin, globalement, partout dans le monde, autour de l'année 68-70, ça a été des décennies de révolution et d'interrogation en fait des sujets, des sujets collectifs, des sujets sociaux, des sujets révolutionnaires. Et donc notamment, beaucoup de mouvements féministes modernes se sont cristallisés et ont émergé avec des demandes et des revendications concrètes, notamment sur le viol, notamment sur la contraception, sur l'IVG, sur en fait tout ce qui était de l'ordre de l'émancipation vis-à-vis de la structure légale patriarcale. C'est bien ça, Nonor Exactement. En gros, les sex wars, ça désigne, bah, c'est aux États-Unis, en fait, où il y a eu une opposition sur la question de, qu'est-ce que c'est que la sexualité? En quoi la sexualité, c'est lié, à l'oppression des femmes? Et en fait, il y a 2 courants du féminisme qui se sont opposés pour faire vite. D'un côté, les féministes anti-porno, donc après enfin, une fois que le débat anti-porno, a été un peu dépassé, elles sont devenues anti-prostitution, mais bon, on va pas nécessairement en Bah, parler c'était parce que c'est un peu plus l'objectif. tard. Elles espéraient que ça mute en organisation anti-porno. Exactement. Anti-prostitution, ouais. Ouais, exactement et en fait, elles se sont rattrapées là-dessus quand, la pornographie, c'était plus à la mode, quoi. Et c'est aussi, bah, c'est vrai qu'avec, 68 et la libéralisation des normes sexuelles et cetera, bon, ça a eu, plein de trucs hyper positifs, avec plein d'interrogations de féministes, plutôt pro-sexe sur la question de l'orgasme féminin, sur comment avoir du plaisir, sexuel en tant que femme. Parce qu'il y avait l'idée à l'époque que, les femmes, bah, se construisent avec une peur de la sexualité et que du coup, ben, c'est un frein à leur, désir et à leur plaisir sexuel. Et donc à partir de là, bah, il y a les pro-sex qui ont développé plein de théorisations. Donc c'est pour ça que dire, mai 68, ça a été, On va y qu'un venir. truc, qui a accentué les privilèges masculins, c'est faux. Mmh. Enfin, littéralement, c'est vraiment faux. Genre le nombre d'études, d'études féministes qui se sont structurées autour de ça, c'est vraiment, lunaire de dire ça, mais bon bref. Raz l'avait dit, donc je ne sais pas, faut faire son mea culpa, bref. Et du coup, bah, il y avait toutes ces questions autour de la prostitution, de la sexualité, de la pornographie et en gros, bah, il y avait des oppositions. Alors en fait, c'est vraiment parti des féministes anti-porno qui avaient en fait, qui faisaient et surtout Dworkin et McKinnon, en gros, qui disaient que la base de l'oppression des femmes et ce qui faisait que c'était une classe de femmes qui unit toutes les femmes, c'est leur oppression dans la sexualité. En gros, c'est l'idée que les femmes sont transformées en objets sexuels et que le fait qu'elles sont des objets sexuels leur empêche d'avoir accès au statut de sujet et donc qu'elles sont victimes pour cette raison-là. Et du coup, ça vient à dire que la sexualité la sexualité hétéro est forcément de la domination et forcément de la violence. Et en fait, au début, c'était sur la sexualité hétérosexuelle, mais ça a vite déraillé en sexualité un peu tout court. Et ça s'est concentré surtout sur le porno parce qu'à l'époque, bah, du coup, il y avait quand même toute une partie plus libérale post-mai 68 qui ont développé tout un marché autour de la sexualité, de la pornographie. Et donc, les féministes anti-porno se sont opposées bah, à tout ce commerce de la sexualité. Et là, il y a eu la naissance du WAP, donc Women Against Pornography, qui ont fait Wap, des. wap, C'est ça, wet bon, ass pussy. exactement. Qui faisait en gros, ils prenaient ils faisaient des réunions dans les églises, etc., où en montrant des extraits de films pornographiques, souvent c'était de la pornographie plutôt SM. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle voulait interdire de la pornographie parce que ce serait le bras armé du patriarcat qui diffuserait tout un tas de discours qui mènent à l'objectification des femmes, avec toujours l'idée que ces discours et donc la pornographie amènerait à ce que les hommes qui regardent la pornographie violent les femmes. En gros, ça conçoit de toute façon les hommes comme les seuls publics de la pornographie et forcément, ils vont reproduire ce qu'ils voient parce que c'est absolument horrible la pornographie, etc. Ce qui, Donc déjà, Oui. c'est ouais. une conception de la réception qui est très, très caricaturale. Ce qui provient d'une évolution en fait dans la théorie féministe en fait globalement au tournant des années 70 avec l'essoufflement progressif du mouvement féministe, aussi le fait qu'il y avait eu un développement notamment de milieux lesbiens, séparatistes qui ont essayé justement de théoriser et de chercher Mmh. justement l'émancipation du patriarcat
dans ce séparatisme, etc. Il y a eu beaucoup de théorisations, en fait, qui, là où, fin des années 60, il y avait un mouvement assez socialiste, fondamentalement, dans le féminisme et dans la théorisation féministe, il y a eu un éloignement progressif, en fait, de cette base socialiste et marxiste, coucou, ce que l'historienne Alice Eccles appelle le féminisme culturel. C'est-à-dire que elles ont commencé progressivement à se dire, bon, la raison pour laquelle on échoue politiquement, c'est parce qu'on a une mauvaise théorie, on a mal pensé notre théorie, et en fait, il faut se départir de tout ce qu'il y a de masculin. Il faut se recentrer sur le féminin, sur les valeurs féminines, et sur ce que fait la culture aux personnes. En fait, c'est aussi parce que concrètement, en fait, c'était dans les cultural studies, les études sur les médias aussi, que dans l'université, les féministes pouvaient avoir voix au chapitre, parce que c'était aussi des études qui étaient considérées comme moindres par rapport aux études littéraires, qui étaient plus nobles. Donc c'est aussi, voilà. Mais du coup, ce féminisme culturel, c'est totalement détaché en fait de l'analyse économique, par exemple, qui était considérée comme un domaine masculin, et c'est concentré sur l'analyse culturelle et sur le patriarcat comme reproduction de normes et reproduction de représentations. Donc c'est pour ça que la concentration sur le porno, c'est pas uniquement parce que elles ont trouvé un cheval de bataille, c'est aussi parce que fondamentalement leur théorisation a totalement rompu avec l'analyse matérielle et économique en fait du patriarcat. Et c'est ce qui a mené à c'est ce qui a créé en fait des jeux de troupe, parce que tu parles de WAP et de trucs dans des églises et tout. Il y a eu une conjonction stratégique avec des mouvements plus conservateurs, des mouvements qui étaient contre la pornographie parce que c'était de la perversion sexuelle et que la perversion sexuelle c'est pas bien parce que ça empêche d'avoir un papa, une maman et des enfants qui produisent bien pour la nation. Oui. Et en fait, ça a amené aussi à une alliance de circonstances avec des conservateurs, en raison en partie justement de ce départ fondamental en fait de l'analyse économique, quoi. Donc vraiment, les sex wars, c'est vraiment cet affrontement entre deux courants du féminisme et puis après l'émergence des féminismes culturels et tout ça. Et du côté du coup moi je me revendique plutôt de ce féminisme-là, un féminisme qui est plutôt pro-sexe. La pornographie n'est pas prise intrinsèquement comme étant le prolongement direct du patriarcat, dans le sens où c'est un médium de représentation des corps et des sexualités, et qu'à ce titre-là, on peut s'y intéresser comme étant quelque chose qui vient en rupture ou même en bouleversement des normes de genre et des normes de sexualité. Ouais, ça reste expérimental, C'est quoi. vite dit, mais oui. Oui, Enfin, bah, ça dépend quelle pornographie, en fait, c'est surtout ça, parce qu'elles ont une vision hyper caricaturale assez caricaturale de la Bah, pornographie, où elles je vont peux, je retenir peux certaines lire, scènes, et cetera. Ouais, je peux lire la vas-y. définition de McKinnon. vas-y. Ah, Parce que dans son bouquin qui s'appelle Feminism Unmodified, qui est un petit peu la base de pourquoi elles s'appellent toutes des rats de femme, parce qu'en fait c'est le moment où tout le monde commence à se revendiquer de la radicalité, parce que c'est la racine et que c'est nous les meilleurs. Elle a toute une partie sur la pornographie. Elle commence par des définitions. Nous définissons la pornographie comme la subordination sexuellement explicite des femmes au travers d'images ou de mots, qui inclut également les femmes déshumanisées comme des objets sexuels, des choses ou des commodities, qui apprécient la douleur, l'humiliation ou le viol, qui apprécient être attachées, coupées, mutilées, blessées ou physiquement blessées, dans des postures de soumission sexuelle, de servilité ou d'exposition, réduites à des parties corporelles, pénétrées par des objets ou des animaux, ou présentées dans des scénarios de dégradation, de douleur, de torture, montrées comme sales ou inférieures, qui saignent, qui ont des bleus, qui sont blessées dans des contextes qui font que ces conditions sont sexuelles. L'érotisme, défini par distinction comme pas ça, pourrait être les matériaux sexuellement explicites basés sur l'égalité. Égalité? ah, Et Nous oui, une considérons aussi que Mignonne. l'usage sexualité des hommes, gentille, des enfants ou des douce. transsexuels à la place des femmes. Attends, l'usage des hommes, des enfants ou des transsexuels à la place des femmes. Donc la pornographie infantile, c'est quand même une question de femmes. La pornographie gay, ça reste une question de femmes. Les hommes remplacent les femmes. Et de la pornographie. Donc la pornographie gay, même si c'est de l'érotisme, etc., c'est de la pornographie. La définition est substantive dans le sens où elle est spécifique au sexe, mais elle couvre tout le monde d'une façon spécifique au sexe, donc c'est neutre en termes de genre, etc. Donc rien que dans la définition de la pornographie, elle dit la pornographie c'est tout ce qui est de la violence, alors qu'en réalité, la pornographie dans toute sa diversité, y compris à l'époque, il pouvait y avoir des formes de pornographie BDSM, oui ça existait, mais il y avait aussi d'autres formes de pornographie qui n'étaient pas sa définition, mais du coup qu'elle va ranger dans l'érotica. Il y avait beaucoup de Et donc, lesbiennes à l'époque. Enfin, il y avait... il y avait tout un débat sur le BDSM
même dans les milieux lesbiens, C'est par ça, exemple. c'est ça. Bah oui, qui rejoue cette Le débat opposition qui parce continue que encore aujourd'hui, hein, c'est C'est ça, c'est insupportable. ça, c'est que le courant McKinnon et tout ça, ces féministes-là, voulaient chasser de leurs espaces vraiment toutes lesbiennes qui chercheraient à défendre la pornographie lesbienne ou le Mmh. SM lesbien, tu vois, parce que ça ne serait que comment dire, un redéplacement, aliéné et ouais. un Parce qu'il y a toute cette redéplacement Le du discours schéma sur la patriarcal. violence, oui voilà, tout le discours sur la violence, tout le discours de c'est impossible, vraiment par définition impossible de consentir à ça. Enfin, il y a vraiment aussi un déplacement, enfin une appropriation de la manière de consentir, qui est archi précise là-dessus, quoi. Mm. Et enfin, moi ça me fait penser, il y avait le rapport, de 2024, je crois, du Haut Conseil à l'égalité, entre les Mmh. femmes et les hommes, qui s'appelait littéralement, «Porno, l'enfer du décor», et c'est un Mmh. peu les mêmes discours, quoi. Bah, C'est bien sûr. il y a vraiment un gros écho à ça. Mais parce que c'est parti d'un truc semblable, il me semble. C'est parce que il y avait une actrice porno qui s'était plainte justement des viols qu'elle avait subis, qui était ultra connue, qui était vraiment ultra mainstream et tout, dans les Mmh. années 70-80, qui s'était plainte justement Oui, des viols, séquestrations qu'elle avait subis, Gorge sur les profonde du tournages. coup. c'est ça, c'est pas le premier film, un des Deep Throat, c'était pas ça, non? Ouais, c'est ça, Ouais, Deep c'est c'est Throat, ça. exactement. Ouais, gorge ouais. Gorge profonde. profonde. Et en fait, finalement, le rapport du HCE fait suite à l'affaire French Bukkake aussi. Et donc, en fait, Exactement. on a un parallélisme entre il y a un cas de violence avérée, atroce, etc., qui est du coup utilisé pour lancer un débat sur l'entièreté du champ de la pornographie et justifier que toute pornographie, c'est ça. Parce qu'en fait, quand McKinnon, elle définit la pornographie de cette façon extrêmement partiale, on pourrait très bien la prendre de façon honnête en disant ok, très bien, bah, du coup, on va définir la pornographie comme le truc pas bien, et l'érotica, qui est en fait aussi de la pornographie, Mais oui. reste autorisé. Mais en fait, tout ça a été utilisé pour poser des interdictions larges sur tout le champ de la pornographie, c'est-à-dire de la représentation avisée d'excitation sexuelle, voilà quoi. Mais parce qu'il y a aussi toute l'idée de McKinnon que, il y a pas de consentement dans une société marquée par la domination masculine. Enfin, en gros, le consentement du coup des femmes est forcément, est impossible et elle a toute cette analyse aussi sur la subjectivité des femmes qui est assez intéressante. Elle dit que de toute façon, c'est la subjectivité des femmes est construite essentiellement par la domination masculine et que dans ces cas-là, elles peuvent pas, genre tous leurs désirs, sont détournés de leurs intérêts propres et dans tous les cas, elles peuvent pas consentir et moi je peux faire un parallèle avec Docteur Zoella où elle interdit la drague. Il y a plus l'idée de consentement d'on peut consentir ou pas. Il y a juste l'idée de, bah, de toute façon, il y a pas de consentement quand il y a eu inégalité de position sociale et donc là, on peut plus parler et je trouve que c'est vraiment dangereux ce glissement parce que justement en opposition à ces féministes-là, s'est développé tout un courant, bah, du coup, qui est assez en vrai assez large, hein. Comme les féministes anti-porno, il y avait plein de courants un peu différents, certains plus proches, de trucs, un peu religieux et d'autres, des lignes un peu plus un peu plus, quand même féministes parce que faut pas non plus, dire que ces meufs-là seraient seraient pas des féministes, Mmh. seraient des espèces de moralisatrices, de mères la morale et cetera. Même si moi je peux dire que c'est un peu le cas, mais il faut quand même, vraiment, comprendre que c'est un vrai débat au sein du féminisme et qui perdure encore maintenant et du coup, en opposition à ces féministes-là, s'est développé tout un courant de féministes pro-sexe qui ont fait notamment un colloque, qui a un peu cristallisé cette opposition, qui est, un colloque qui a eu lieu en 1982, qui a été organisé par Carol Vance et il y avait, notamment Gayle Rubin que je vous invite, tous et toutes à lire, qui est une penseuse incroyable, je trouve, qui répondait à tous les débats de l'époque et qui disait simplement, on peut pas comprendre la sexualité seulement par les rapports de genre et par le patriarcat et elle revendiquait l'idée de construire la sexualité, bah, dans la lignée de Foucault parce que c'est celle qui a vraiment pas mal, lu et importé Foucault aux États-Unis. L'idée de le considérer comme un système un peu autonome et qu'il y a des gens qui peuvent être, réprimés, en raison de leur sexualité, et qui sont pas, nécessairement des femmes et donc on doit, aussi croiser, dans l'analyse, des pratiques sexuelles et de la sexualité en tant que système de domination, d'autres rapports sociaux, en fait. On peut pas seulement considérer le rapport de genre et ça, je trouve qu'elle a une bonne manière, Ouais. de l'expliquer et en fait, toutes ces féministes pro-sexe, elles se sont aussi alliées à, des féministes plutôt socialistes et marxistes, pour justement valoriser, une autre manière de penser, l'étiologie du patriarcat et comment, les femmes sont opprimées, en remettant les questions, de classe, de sexualité et de race, qui étaient, vraiment, pas mal invisibilisées, par les féministes anti-porno. Eh beh, Voilà. Tout ça, hein. rap god un peu, hein. De fou. Ah. Mais en fait, c'est aussi que, bah, par exemple, Gayle Rubin, elle fait beaucoup de liens, notamment sur le
avec l'interdiction de la masturbation et en fait la centralité en fait de la panique morale, notamment autour des enfants, avec l'idée en fait que depuis le 19e siècle, Tout la s'est fait au sexualité, prétexte de défendre les enfants. alors déjà tout s'est fait au Bien sûr. prétexte de Et protéger les les femmes. enfants, Et oui, et ensuite protéger les femmes parce que les femmes sont des enfants comme tout le monde le sait. voilà. Bah oui, c'est ça. Bah oui, en fait, c'est complètement ça. Bah oui. Mais que depuis le 19e siècle, en fait, la sexualité est posée par la psychiatrie, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui parlent de la psychanalyse dans le chat. C'est pas les psychanalystes qui disaient que c'était un problème, c'était les psychiatres qui commencent à définir en fait la sexualité comme un problème bien au sûr. travers de toute une sorte de Le pathologie, à essayer de DSM qui réprimer. s'agrandit. Ouais, exactement. Le DSM s'agrandit. Il y a une répression très forte de l'onanisme. Donc l'onanisme, ça veut dire la masturbation. Et en fait, il y a une idée que la sexualité est une affaire en fait de normes et que si ta sexualité est considérée comme anormale, dans ce cas, ça va te faire de toi un adulte déséquilibré et improductif pour la société. Et du coup, il faut en soigner. Et en fait, là-dedans, les féministes anti-porno devenaient un petit peu les idiotes utiles en fait de tout ça, puisqu'elles reproduisaient en fait l'idée selon laquelle toute sexualité, au travers d'un prisme féministe, mais que toute sexualité était nécessairement violente, portait en elle le ver du patriarcat dans le fruit. On réduit à pro-sexe et anti-sexe, même s'il n'y a pas que ça, mais il y a ce même élan finalement de méfiance vis-à-vis de la sexualité et vis-à-vis finalement de la, de la sexualité comme outil de détournement, soit du côté des conservateurs, détournement de ton rôle normal dans la société, soit pour les révolutionnaires, détournement de la révolution ou de ton rôle dans la révolution. Là, tout ce qu'on dit au niveau même justement de détourner de l'objectif révolutionnaire, c'est aussi beaucoup ce qui a été reproché aux drogues. Et même, enfin, pour faire un parallèle avec le porno, la sexualité et tout, le fait que tout se soit rangé derrière les services d'addicto en particulier, enfin, avec un classement spécifique, même au niveau des pathologies mentales. Enfin, ça s'est trouvé vraiment pathologisé pour vraiment intégrer le discours de tous les hommes, par exemple, qui vont chercher du porno sont des malades. Enfin, il y a souvent un soupçon d'addiction, même le soupçon de pulsion, etc. Enfin, le parallèle avec ce qui était reproché au tox, enfin, Ouais. moi, je n'ai de cesse d'être impressionné par les grands parallèles là-dessus, quoi. Bah, du coup, attends, moi, la question que je voulais vous poser, c'est du coup, en fait, pris en étau entre le patriarcat qui abîme dans les relations hétérosexuelles et la volonté de ne pas interdire, qu'est-ce qu'on propose pour les meufs, en fait? Genre, comment on défend qu'elles puissent se protéger, qu'elles puissent dénoncer des agressions, des abus, sans en revenir à interdire purement et simplement, et en même temps, sans être dans une position trop libérale où on effacerait presque comme si toute interaction sociale, à partir du moment où elle serait explicitement consentie de manière positive, serait géniale et on aurait forcément du bon sexe et tout ça. Comment on trouve une troisième voie, en fait, j'ai presque envie de dire. Et comment on échappe aussi à ce stigmate qui nous a renvoyé un peu trop facilement de c'est du libéralisme, voilà, tout est gentil, tout est sympa, les systèmes d'oppression disparaissent. Moi, j'ai envie de dire, le stigmate, on s'en bat les couilles déjà d'une. Oui, non, Parce mais qu'en si, fait, je suis d'accord, hein. c'est beaucoup là-dessus que sont silenciés. Pourquoi toutes ces paniques morales sont soulevées dès qu'il s'agit de parler de sexualité? C'est précisément pour créer le stigmate à partir duquel on ne peut plus réfléchir. C'est pour ça que la Oui. discussion a dévié sur mai 68. Pique-me. Ah, on va en par parler. exemple. Très bien. Mais je trouve que par exemple, c'est pour ça que je montrais le bouquin de Clara Serra, parce que je trouve qu'elle a une proposition qui est assez intéressante en fait sur le fait de recentrer par exemple la question du consentement, non pas sur la question de est-ce que ton oui est valide, mais quelles sont les conditions de possibilité du Bah non. oui. Et en fait, concrètement, si tu veux ramener ça à une organisation militante, c'est en fait concrètement ce que font déjà pas mal d'organisations en mettant en place des cellules d'écoute sur les questions de VSS, des mécanismes de remontée et de prévention en amont, etc. Et en fait, Bien concrètement, sûr. et c'est là aussi que je trouve que, encore une fois, désolé, mais Zoé est assez malhonnête dans la façon dont elle a monté en épingle finalement ça, c'est que finalement, c'est déjà des choses que les orgas essayent difficilement de mettre en place et pensent avec des militantes féministes. Parce que très souvent, on a envie de dire « Ah, mais du coup, c'est quoi votre solution ?» Comme si on n'en avait pas. Sauf que, non, on s'ancre aussi dans les débats et les expérimentations et les Bien tentatives sûr. qui sont en train de se faire. Simplement, on pointe du doigt le fait que le discours d'interdiction est contre-productif dans Bah, le bien but sûr. de mettre en place cette prévention-là, quoi. Et moi, je vais me répéter, mais puis ça idéalise la fonction de l'organisation et ça néglige le tissu
sa transformation qui est la base même de la production d'un rapport de force, d'un objectif. Je trouve que c'est complètement improductif, c'est idéaliste en fait, c'est ça qui me Bah et puis c'est prendre un peu les causes pour des conséquences. Enfin, un peu, ça rejoint un peu les trucs anti-porno. Mais en fait, inverse le rapport de causalité. C'est comme si c'était la drague qui était au fondement du patriarcat, alors qu'en fait, comme les féministes pro-sexe le disaient, parce qu'on leur envoyait l'idée c'était Mmh. des collabos, des aliénés. Enfin, il y avait plein de choses, mais ça me fait penser au petit tweet de Dr Zoé. Les pick me, c'est capot du patriarcat, vous trouverez toujours des femmes. Mais c'est vraiment ça. Enfin, concrètement, elle a vraiment dit: «Les pick me, c'est capot du patriarcat» et là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans les années 80. Enfin, j'y étais pas, mais j'ai l'impression d'avoir été parce que vu la violence, du débat, ce qu'elle nous renvoie, franchement, ça donne vraiment pas envie de discuter alors que c'est des vrais sujets et si elle avait un peu plus de culture féministe, elle verrait que c'est vraiment des vrais sujets qui animent le féminisme. Certes, pas en France parce que ça a été, globalement un peu mis sous le tapis mais Mmh. bon, aux États-Unis, ça a été très important. Même si après on voit dans certaines, positions de Delphi et tout, des trucs, très, anti-prostitution un peu débiles, où on se Oui, demande, en fait, en d'où elle France, les sort ça, quoi. socialistes ont intégré le enfin, il y a pas vraiment eu ce moment de féminisme culturel en France, Tant mais mieux. c'est les marxistes, enfin, c'est les matérialistes, en fait, qui ont intégré, les ces idées-là, en fait, du féminisme culturel, Mmh. dans leur théorisation, notamment, ouais, Christine Delphi et cetera, enfin, toutes celles qui sont issues des Gouines rouges ont développé, en fait, une ligne anti-porno, anti-prostitution, finalement, sur les mêmes bases théoriques, même si, enfin, voilà, donc il y a eu une espèce d'amalgame, en fait, en France, dans le mouvement féministe, Bien sûr et jusqu'au en queer. fait, si je peux répondre sur, le côté qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est, le côté l'interdiction et nous renvoyer toujours l'idée qu'on ferait pas. Pour moi, c'est vraiment la base du populisme. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, en fait, les pro-sex, quand tu vois ce qu'elles ont voulu faire en réponse à ça, c'est développer tout un champ, parce que c'était un moment aussi où les études, de genre s'institutionnalisaient et il y en avait de plus en plus dans les universités et du coup, en fait, il y a des programmes, qui ont été lancés sur, justement historiciser la sexualité, montrer comment il y a des sexualités queer, et cetera. Comment est-ce que, le fantasme, le désir sexuel, ça peut se travailler? Comment est-ce que, les questions de les gens, ont une agentivité aussi et peuvent avoir des marges de manœuvre, y compris dans le fantasme et tout et moi, par exemple, c'est des études que je fais, je travaille sur, les fantasmes sexuels des femmes qui regardent du porno gay. Mais en gros, c'est toute l'idée de dire que il faut valoriser la sexualité comme un champ, de recherche à part entière, autonome et voir aussi comment, la sexualité est informée, par les rapports de genre, mais concrètement, pas à base d'interdiction et la drague, on sait pas de quoi on parle parce que si on prend et là, il y a plein de travaux, du coup, grâce, aux féministes pro-sexe qui se sont développés, notamment, Michel Boson, par exemple, ou, John Gagnon et William Simon qui parlent des scripts sexuels, qui permettent de comprendre concrètement comment les gens, ils intériorisent, certaines normes, certaines pratiques, des bons comportements en matière sexuelle qui sont patriarcaux et comment ils les intègrent à l'échelle individuelle et interpersonnelle aussi, donc dans la négociation avec leurs partenaires, et qui quand même nous permettent de réfléchir beaucoup plus finement à toutes ces questions-là que ce qu'ont fait les féministes anti-porno, et qui nous permettent aussi de voir cette articulation entre la manière dont il y a les normes, comment elles sont intériorisées par les individus, comment elles peuvent les négocier, les déplacer, et enfin franchement ça s'est fait et ça permet vraiment d'avoir une vision plus concrète de ce dont on parle. Et je pense qu'après là, faut travailler sur, ce que Manon Garcia elle parlait pas mal aussi, mais sur, Mmh. construire un nouveau langage autour de la sexualité et pour moi, ça se limite pas aux violences sexuelles. Ça se limite à réfléchir de quelle place on donne à la sexualité, arrêter de le voir comme un truc négatif ou de l'ordre de l'exceptionnel qui serait forcément dangereux, mais vraiment produire du discours dessus et pour moi, c'est tout l'inverse de ce qu'ils font, c'est maintenir sous silence toutes ces questions-là qui sont super importantes parce que désolée, la sexualité, c'est quand même important dans sa vie. C'est pas, il y a des gens pour qui ça ne l'est pas et voilà, mais il y a des gens aussi pour qui ça l'est. Et donc, je pense que c'est important d'en parler, quoi. Et c'est tout. Et ça passe par là pour moi. Ça passe par l'interdiction et mettre sur le tapis. Ça passe sur parler de qu'est-ce qu'on veut en termes de désir sexuel, prendre au sérieux la question des affects, mais d'une manière aussi matérialiste et dialectique et dynamique, etc. Comme c'est fait, par exemple, dans la sociologie de la sexualité, dans les Porn Studies. Et je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes à aller voir là-dessus, quoi, pour faire advenir d'autres cultures Ouais, sexuelles. ouais, et moi, pour en revenir un peu sur le porno, par exemple, genre, en fait, oui, le porno, c'est en grande majorité une industrie très hétérosexuelle, violente, avec des problèmes de conditions de travail, et globalement, c'est vraiment pas un truc auquel j'ai envie de m'y associer. Reste que la pornographie, c'est un terrain où on peut potentiellement s'y perdre, à découvrir des représentations et des mises en scène de certaines sexualités ou de rapports de genre qu'on ignorait.
c'est en fait, c'est une zone de troubles dans le genre et de troubles de la sexualité aussi. Et Et puis une zone de jeu, quoi. Au bout d'un moment, il y a aussi tout le côté tester des choses. En tout cas pour ceux qui regardent avec la sécurité de se trouver derrière un écran. Même au-delà de ça, en poussant aux acteurs et actrices dans le porno directement, il y a aussi 140 000 représentations qui existent, mais fatalement, les seules qui sont poussées en avant, en tout cas par les discours les plus dominants, c'est soit les cas d'extrême violence qui sont du coup judiciarisés et qui ensuite font jurisprudence, et du coup, la vision générale du porno, et même à gauche, hein, c'est quand même ce truc voilà, déshumanisant, qui est porteur d'à peu près rien, de transformateur, etc. De l'autre côté, la vision très misérabiliste, et qui du coup, ça s'applique aussi au TDS en général, un monde uniquement sombre, pas désiré, etc. Donc à la limite, voilà, pour rejoindre la question de qu'est-ce qu'on fait, c'est aussi commencer à écouter les acteurs et les actrices, mais en essayant en même temps de départir le discours misérabiliste, quoi, et le discours on veut absolument abolir ce truc-là parce que ce serait voilà, un des bastions du patriarcat, quoi. ouais, mais après, Et attends, si on parle oui. de prostitution, le problème c'est que ces gens-là, à n'en pas douter une seule seconde, vont nous répondre qu'on encourage la traite et que c'est un discours libéral qui encourage les proxénètes à agir et tout ça. Donc déjà, poser le truc il y a un amalgame constant qui est fait entre la traite et le proxénétisme et la prostitution en tant qu'activité. Bien sûr, mais pour ça, il aurait fallu commencer à écouter les syndicats qui le disent depuis des années. Et Oui. c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui me met en colère aussi. C'est Bah, que en plus c'est pas, comment dire, c'est pas des questions nouvelles. C'est ça qui m'énerve. Bah oui, bah, et Clara Serra d'ailleurs, elle se pose la question vis-à-vis de la notion du consentement juridiquement, qu'est-ce que ça peut donner pour essayer aussi de pas mettre à la marge, comme le ferait McKinnon ou ce courant-là du féminisme, les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe, en disant que ce rapport ne peut pas être consenti, mais surtout, elle, ce qu'elle construit, c'est de dire consentement est relatif à la volonté et il faut le séparer du désir. Et de ce fait-là, ça permet une articulation qui est que je peux consentir sans désirer et je peux désirer sans consentir. Genre, par exemple, je vous donne un exemple pratique. Je peux désirer sans consentir. C'est, je vais voir mon ex-copain. On s'est séparés. Ça se passe pas très bien entre nous, mais j'ai envie de baiser et c'est un mec qui connaît bien mon corps et du coup, je suis tenté. Et pour autant, je vais dire non, je consens pas. J'ai pas envie. Même si le mec me dit mais ça se voit que t'en as envie. Oui, mais je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est une question de volonté, je ne veux pas que ça arrive. Donc ça, on est dans l'articulation, je peux désirer et ne pas consentir. Et inversement, je peux consentir sans désirer. C'est typiquement la situation auquel sont confrontés des travailleuses du sexe, des travailleurs du sexe, je ne désire pas forcément le client, mais par contre, j'ai la volonté d'accomplir l'acte sexuel qui est au final un travail technique. On peut presque en arriver à considérer ça comme de la technique. C'est vrai. Et voilà, et donc cette articulation, cette manière d'entendre le consentement est une manière qui peut tout à fait permettre d'inclure les travailleurs du sexe, bien sûr. Et je trouve que là sur le tweet que tu montrais, vu que c'est encore dans le truc, elle donne l'exemple de une relation soigné-soignant, par exemple. Oui, Ou une c'est vrai. relation de domination concrète, etc. Où il y a des règles professionnelles qui ont été mises en place pour garantir l'agentivité des personnes soignées, puis garantir que les soignants permettent de donner l'espace à leurs patients ou patientes pour pouvoir consentir hors de la relation, etc. Sauf que tu sais, il y a un truc c'est un exemple, par exemple, de règle intéressante. C'est-à-dire qu'on ne t'interdit pas de tomber amoureux de ton soignant, mais par contre, on demande un principe éthique de mettre fin à la relation thérapeutique si vraiment tu veux aller plus loin, etc. Oui. etc. Tu sais, genre, il y a un truc je trouve qu'elle donne un exemple typique qui n'implique pas d'interdire la drague. En fait, en fait, il y a un truc elle donne l'exemple par le fait de comment tu étends le champ de liberté et la liberté de non-consentement sans pour autant faire la police des relations. Mais parce qu'encore une fois, comme elle fait que backtrack depuis le début, comme elle fait que essayer de revenir à une position qui soit un petit peu plus entendable que la dinguerie qu'elle a dite au début, Et c'est ça. en fait, elle se retrouve à dire des trucs consensuels et qui sont Oui. déjà dans la loi. Oui, ça veut dire que quand même, c'est- juste, elle est pas très à l'aise avec le fait d'avoir proposé comme ça de fait une interdiction. Je pense qu'elle est pas très à l'aise vis-à-vis de la réaction.
Mais je pense que elle, vis-à-vis des gens qu'elle Mais côtoie et qu'elle tout a un ça, instinct. Ouais. c'est quand même son logiciel et elle aimerait bien Oui. pousser pour que ça aille dans ce sens-là. Mais Désolé. parce que fondamentalement, la raison pour laquelle il y a cette confusion permanente, on parlait de la confusion entre prostitution et traite, c'est aussi parce que fondamentalement, ce qui gêne, c'est le cul. Et Mm. qu'en fait, Ah oui. quand tu es Ouais. gêné aux entournures par le sexe en soi, quand pour toi le sexe est une zone de danger, une zone qu'il ne faut pas approcher, une zone de violence, etc., forcément, tu vas finir par abolir tout discernement vis-à-vis de oui, en fait, les gens Bien sûr. baisent et qu'est-ce qu'on en fait? Et alors, moi, j'ai envie de passer au truc suivant. Être aussi un peu. Ah. Là aussi, ça va être un peu musclé. Donc Et donc, Ilyes, qui du coup fait un petit tweet indirect en mode il est interdit d'interdire, mai 68, août 2025, le petit ange. Donc voilà, en mode faire une petite vanne sur l'interdiction. Et là, c'est tu défends la pédophilie. voilà. Extraordinaire. Le contexte. Le momento. Le contexte, mai 68, le fameux truc du Nouvel Obs. Alors, c'était l'article de Libération à l'époque. C'est Libération qui avait publié ce truc-là, non? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, l'apologie de la pédophilie, face noire de mai 68, l'argument imparable et Dr Zoé qui rajoute Matzneff était très pour la liberté. Il trouvait que les mères des enfants de 12 ans qu'il violait étaient des empêchantes, des mal baisées, des femmes qui n'aiment pas la joie et le plaisir des flics de braguette. Du coup, c'était mieux d'aller violer des gosses dans le sud. En gros, ça vient d'où? Ça vient du fait que mai 68, donc qui a été, comme tout le monde le sait, un moment de foisonnement politique. Sans mai 68, on n'aurait pas eu le MLF, l'IVG. En fait, les gens oublient souvent que le bilan de mai 68, c'est Mais aussi oui, l'IVG, la mais contraception. oui. Et du coup, les conservateurs, ils étaient en mode ah non, c'est nul parce que ça a créé de la dépravation sexuelle maintenant que les La femmes frivolité. peuvent choisir d'avoir des gosses. Et c'est pas bien. Et du coup, les conservateurs ont commencé à faire diffuser un petit peu le son de cloche que mai 68, c'était la liberté qui allait trop loin. Daddy needs to come back home to spank the kids et de ramener de l'ordre dans le foyer. C'était ça, les conservateurs, ils sont contre mai 68 pour ça. Oui, Kluskar, etc. etc. Bref, Oui, bon, on sait qu'ils lisent bien Kluskar dans la patte du team, donc on sait d'où Ah, ça vient. ah. Mais le problème de tout ça, c'est que, il y a eu beaucoup de choses, mais en fait, la gauche a commencé un petit peu au tournant des années 2000 à reprendre à son compte cette critique, parce que les droitards, ils disaient et oui, de toute façon, vos PD, c'était des pédophiles. Et du coup, la gauche qui Voilà. est en mode ah, la pédophilie, c'est pas bien, du coup, vous avez raison, il faut dire que mai 68 est allé trop loin. Bon, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Envoie. Oui, la Raphaël. fameuse pétition, celle qui a mis le feu aux poudres. un il petit y a peu. eu 2 pétitions dans Libération qui avaient été signées par plusieurs intellectuels. Là, ce que je vous dis, je l'ai lu dans l'article sur les Matzneff, etc. Je vous conseille l'article, il est vachement bien, il est ultra détaillé, etc. Je vous remets le lien. Une première pétition, c'était dans le cas de personnes qui avaient été, je crois, condamnées pour attentat à la pudeur sur enfants de moins de 15 ans, je crois, pour avoir pris en photographie des enfants nus à Versailles, je crois, je sais plus. Et en gros, il y avait eu une pétition pour dire que le fait que ce soit un crime d'attentat à la pudeur, parce que déjà, il faut comprendre déjà qu'à l'époque, la catégorie d'attentat à la pudeur, c'était une catégorie très large. C'était la catégorie notamment à travers laquelle l'homosexualité était pénalisée. Parce qu'on parle tout le temps de la super dépénalisation de l'homosexualité et tout. Les 2 jambes sur lesquelles se reposait la pénalisation de l'homosexualité, c'était la modification de la majorité sexuelle pour les relations homosexuelles. Donc sous Vichy, c'était 21 ans, et quand la majorité civile a été ramenée à 18 ans, ça a été 18 ans. Donc ça veut dire que la majorité sexuelle des homos était plus haute que celle des hétéros. Et le deuxième truc, c'était la loi sur les fléaux sociaux, donc le fameux amendement Mirguet à la loi sur les fléaux sociaux. Donc les fléaux sociaux, c'était les trucs qu'il faut éradiquer, etc. Il y avait la toxicomanie, la prostitution, etc. Enfin bref, tout ce qui fait qu'une société est malade. Et là-dedans, ils ont rajouté du coup l'homosexualité, ou plutôt l'attentat à la pudeur. Et en fait, l'attentat à la pudeur, c'était ce qui permettait de, quand 2 homosexuels s'embrassent dans la rue, de dire c'est un attentat à la pudeur et c'est interdit. Donc pour vous donner un peu le contexte, l'attentat à la pudeur, c'est vraiment une catégorie juridique de la population problématique. C'est un petit peu ce qu'explique Foucault quand il dit que, en gros, avant, on pénalisait surtout des actes. Alors l'acte de sodomie qui était très très mal défini, mais bon, c'était l'acte qu'on pénalisait. Et progressivement, au cours du 19e, 20e siècle, avec la rigidification des catégories psychiatriques et
et les évolutions du droit, etc., on commence à identifier des populations problématiques et des personnes problématiques. On s'éloigne des comportements pour aller poser des diagnostics et donc identifier des catégories problématiques. Et donc là-dedans, l'attentat à la pudeur. Donc il y a ce procès pour attentat à la pudeur, etc. Et il y a une première pétition pour dire que la catégorie d'attentat à la pudeur est ultra problématique pour ce cas-là et que ça doit être non pas être jugé aux assises, mais enfin voilà, ça doit être requalifié en délit, etc. Et c'est ce qui amènera plus tard à créer le délit d'atteinte sexuelle sur mineur. Donc en fait, c'est quelque chose qui a été mis dans la loi. C'est-à-dire, vous critiquez cette pétition, mais de fait, il y a une évolution législative qu'on utilise encore aujourd'hui et qui est pertinente pour nous aujourd'hui, qui est issue un petit peu de ce que revendiquaient les gens dans cette pétition. Donc ça, c'était la première pétition. On peut la questionner, etc. La deuxième pétition, c'était une pétition pour questionner l'âge de consentement. Et donc pour demander l'abaissement justement de l'âge de consentement, précisément parce que cet abaissement de l'âge de consentement, c'est ce qu'on a appelé après la dépénalisation de l'homosexualité. Donc vous pouvez dire, ah c'est super le progressisme, on a dépénalisé l'homosexualité. Concrètement, ça voulait dire baisser l'âge de consentement pour les relations homosexuelles. Et donc c'est cette deuxième pétition qui a été dans Libération, etc. Chacune a été signée par Matzneff. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, les pédophiles voyaient dans ces revendications-là des choses qui pouvaient aller dans leur sens. Le problème, c'est que Matzneff, après, ça l'a foutu un petit peu mal, que quand lui, il s'est retrouvé dans la sauce, les pédés, ils l'ont pas défendu. Et que le mouvement homosexuel ne l'a pas défendu. Et il en a voulu au mouvement homosexuel de ne pas le défendre. Bah oui, parce que le mouvement homosexuel ne défendait pas les pédophiles. En fait. Donc voilà, et donc bref, je vous renvoie vraiment à cet article qui s'appelle Lire Matzneff. Il faut savoir que Matzneff était anti-mai 68. Il était anti-MLF. Précisément, il était anti-féministe parce que ce qu'il voulait, c'était des nymphètes qui ne connaissaient pas leur corps. Lui, ce qu'il voulait, c'était de les initier, de les construire. Il y a un passage dans l'article où même il décrit une gamine, etc., avec qui il baise, qui est lycéenne, etc., et il dit « Ouais, mais c'est pas intéressant, il y a déjà tout un régiment qui lui est passé dessus, je préfère une meuf un peu plus âgée, mais qui a jamais baisé. » Donc Matzneff, c'était ça. Il était proche de l'Action française, il était aristocrate, il défendait justement une vision du désir qui était privatisée, qui était que pour lui. Notamment, c'est son avis sur le tourisme sexuel. Il était contre le tourisme. Alors, il faisait du tourisme sexuel, attention. Il était contre le tourisme sexuel parce que quand c'était que lui, c'était un peu distingué, c'était un peu aristocrate, voilà. Mais quand tout le monde s'en mêle, vraiment, ça devient un peu crade, quoi. Donc, bref. Et les gens qui vont dire oui, mais Matzneff, il traînait avec Guy Hockenheim. Globalement, Matzneff traînait avec le tout Paris. Donc là-dedans, en effet, tu avais des militants de gauche, mais tu avais aussi beaucoup de militants d'extrême droite, tu avais François Mitterrand, tu avais beaucoup de monde en fait. Matzneff était un mondain qui était permis par le patriarcat de son époque. Parce que l'idée selon laquelle on peut baiser avec des gamines, c'était déjà quelque chose qui existait dans le patriarcat assez classique en fait. C'est-à-dire que ce qu'a fait mai 68, si on veut identifier quelque chose qu'a fait mai 68 par rapport à la sexualité, c'est qu'il y a eu un rapport à la publicisation de la sexualité. Le fait de s'intéresser à la sexualité comme un objet, de le mettre sur la place publique, de dire le privé est politique, etc. Donc en fait, la raison pour laquelle on accuse mai 68 pour la pédophilie, c'est parce qu'avant la pédophilie, elle se faisait entre portes closes. Il y a eu un moment un petit peu de libération de la parole, du discours, etc., qui a fait qu'on a commencé à en parler publiquement. Certaines personnes ont commencé à le revendiquer publiquement. Mais simplement, ça a simplement mis sur la place publique des pratiques qui étaient déjà existantes, déjà là, chez tout le monde, chez les hétéros, chez les homos, etc. etc. Oui, et puis ajouter le truc à l'époque, ça me paraît important, c'est juste analyser aussi les conditions matérielles de la sexualité homosexuelle de l'époque, et que les jeunes homos, ils peuvent pas faire ça chez eux. On vit pas dans le monde d'aujourd'hui où potentiellement la famille est cool, et tu peux ramener ton petit copain pour avoir ta première expérience sexuelle, enfin voilà, se bécoter, des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Et à l'époque, les jeunes homosexuels dépendent souvent d'hommes plus âgés, qui ont un certain capital et qui ont donc potentiellement un chez-soi. Où ils peuvent, et même pourquoi dépendent avant cela de leurs parents, parce qu'il y a aussi la catégorie du détournement de mineurs. Il y avait un débat sur comment est-ce qu'on définit le détournement de mineurs, et il y avait une critique qui apparaissait, c'était que en fait, le détournement de mineurs, ça peut être simplement héberger une nuit un mineur chez soi. C'est ça. Sauf que parfois, ça peut être que ce mineur fuit ses parents maltraitants. Parce qu'en fait, concrètement, c'est quoi le détournement de mineur? Les gens, ils croient que le détournement de mineur, c'est qu'un mineur. Non, détournement de mineur, c'est la soustraction d'un mineur à son autorité parentale. Ouais. Ça veut dire, en creux, que lorsque tu es mineur, tes parents peuvent consentir à ta place. Et c'était un petit peu, par exemple, ça faisait partie des débats et tout. La question, c'était, le problème, c'est que la catégorie de détournement de mineurs est problématique parce que, déjà, de base, les mineurs homosexuels, il suffisait que leurs parents les dénoncent ou dénoncent leur partenaire du même âge
pour que leur partenaire soit condamné. Enfin, quand la majorité sexuelle était à 18 ans, etc., bah, tu avais 17 ans, tu couchais avec un mec de ton âge, les parents le savaient, c'était procès direct, etc. Les parents avaient un pouvoir de sanction sur la moindre de tes relations amoureuses et sexuelles. À partir du moment de la dépénalisation donc de l'homosexualité, donc de l'abaissement de l'âge de consentement, on garde quand même le concept de détournement de mineur qui fait que les parents gardent une autorité sur tes relations sexuelles. Mais elles ne gardent l'autorité qu'avec des personnes majeures, pas avec des personnes mineures. Et ça faisait partie justement de l'enjeu numéro 1, c'était de libérer, d'émanciper les mineurs et de leur permettre d'avoir un développement et une vie sexuelle qui ne soit pas dirigée, contrôlée et castrée par leurs parents. Mais à l'époque, ce qu'il y a, c'est que vis-à-vis comment tu caractérises ça? La responsabilité sur les mineurs de la part des parents, tout ça. Il y a une grosse différence injuste. L'autorité parentale. Autorité parentale. Bah, l'autorité parentale qui était visée par beaucoup de penseurs de mai 68 et de militants qui étaient en mode c'est un petit peu de la merde l'autorité parentale. Oui, mais surtout, il y a une grosse différence entre les hétérosexuels et les homosexuels du point de vue de la loi à cette époque, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Et elle est de quel ordre cette différence, genre? Entre par exemple les deux volets législatifs, genre comment ils se différencient? Genre, est-ce que c'est une question d'âge? Alors, en fait, l'âge de consentement, c'est ça en fait. C'est qu'en fait, à partir de 15 ans, t'es hétéro, t'as le droit de baiser, les parents ont rien à dire. Bon, ils peuvent en dire quelque chose, hein, mais voilà. Ouais. Alors que t'es homosexuel, les parents ont parfaite latitude à condamner la personne avec laquelle tu es. Ok, et donc cette fameuse pétition, c'est pour revenir sur ce truc-là. C'est ça, la deuxième pétition de libération sur l'abaissement du seuil de l'âge de consentement, de l'âge de majorité, non pas de l'âge de consentement, pardon, de l'âge de majorité sexuelle, qui était en fait aussi un âge de consentement, c'est justement pour mettre à égalité la majorité sexuelle des homos et la majorité sexuelle des hétéros. La deuxième pétition de Libé que tout le monde dit en mode ils ont signé une pétition pour la pédophilie et pour baisser l'âge de c'est ça. Eh ben oui, voilà. Je veux dire, on peut pas mieux expliquer. Et encore une fois, c'est ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité en 82. Donc en fait, c'est que désolé, mais vous n'avez pas le droit de vous réjouir de la grande avancée progressiste qu'est la dépénalisation de l'homosexualité si derrière vous colportez les mensonges sur mai 68, c'était les pédophiles. Parce que là, vous êtes en train de colporter exactement le discours de la droite contre les homos à l'époque. Eh oui, eh oui. Et comme quoi, ils sont forts quand même, la droite. Ils ont réussi à mettre ça dans les têtes des gens. Il y avait plus de choses dans la dépénalisation. Alors, dans la dépénalisation, il y avait aussi l'abolition de l'amendement Mirgem, et ça, c'était en 79 après l'affaire du Manhattan. Donc, c'était pas sous Mitterrand, c'était avant. Et ça a été le premier volet de dépénalisation a été fait en 79, ou en 80, je sais plus. Bah écoutez, franchement, je pense. Mais encore une fois, c'est quoi le procédé? Le procédé là, c'est qu'il y a une opposition de ligne très concrète, et t'as pas d'argument. Bah, tu dis vous défendez les violeurs, tu dis vous défendez les pédophiles. Oui, mais voilà, 68, mais c'était des pédophiles. Mais de toute façon, donc en fait, toute la subtilité des débats théoriques qu'il pouvait y avoir à l'époque, tout même le contexte culturel de l'époque, qui en fait qui est passionnant. Moi, je vous encourage à vous intéresser aux théorisations des années 68, des années 68, 70, 80, parce que c'est encore des choses qui sont très actuelles. Mais le fait de mettre tout ça sous l'angle de ces pédophiles, c'est pas bien, ça fait que on n'a même plus le droit de replonger dans ces théories-là, de les repenser et de les interroger. Par exemple, tout ce qui se passe en ce moment il y a pas mal de militants qui s'intéressent de plus en plus à la question de la domination adulte. Bah oui, désolé, c'est dans les années 70 que ça a été pensé un petit peu, que les graines de ça ont commencé à être... Bon, pas que dans les années 70, il y avait aussi un petit peu avant, mais vraiment qu'il y a un foisonnement de théories qui permettent aujourd'hui de reposer ça, et précisément pour protéger les jeunes. Mais en fait, pour dire que protéger les jeunes, c'est pas leur interdire la sexualité. Protéger les jeunes, c'est précisément les laisser maîtres de leur développement sexuel. Ah ouais. Donc Max qui dit non, je n'irai pas les postmodernes. Mais oui, le gros problème des marxistes, c'est tout ça, notamment la cristallisation de Foucault ou le ranger et le fait de ne pas vouloir le lire, alors que bon, globalement, Foucault, même s'il le fait un peu en taquilla, il a quand même une base marxiste très importante quand même à tout ce que Mais bien sûr. on travaille. Et puis, pour revenir à Foucault, parce qu'il a eu plein d'angles morts, notamment sur, les rapports de genre et tout, il a pas trop parlé, de la domination masculine, tous ces trucs-là. Mais en fait, il y a plein de relectures, queer, féministes de Foucault qui, elles-mêmes, qu'elles croisent avec des analyses marxistes. Donc vraiment, c'est quand même une pensée hyper, prolifique et qui n'est pas qui s'oppose pas du tout au marxisme et au contraire que tu peux hybrider facilement, mais l'hybridation, c'est un problème avec ça. Aussi, pour en revenir, du coup, moi, ça me donne envie de
vous dire de lire, Pour un féminisme de la totalité. Parce que je Mmh. trouve qu'ils font vachement bien, cette hybridation en reprenant pas mal de trucs postmodernes et cetera, tout en disant: «Bon, bah, il y a peut-être des limites en termes stratégiques et peut-être que bon, les solutions qui ont été apportées sont pas hyper, efficaces et du coup, on va voir si on peut pas en faire un truc, un peu plus basé en le ramenant dans un giron un peu plus marxiste» et franchement, c'est incroyable et pour le coup, c'est vraiment des marxistes basés et ce serait bien, bah, qu'ils nous donnent leur avis là-dessus puisqu'ils sont marxistes. Moi, je pense que ce serait important parce que pour moi, enfin, en tout cas, d'un point de vue féministe, je trouve que c'est ce qui a été fait de mieux, en termes matérialistes et tout depuis très longtemps, même sur les violences, par exemple, conjugales et sexuelles qui est très enfin, il y a un très, très bon article dedans, croisé avec les questions d'impérialisme, de néolibéralisme et cetera et du coup, ouais, j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent et surtout, je vous invite à tous le lire parce que je pense que ça devrait être la base maintenant pour avancer sur ces sujets-là. Parce que je sais plus qui disait dans le chat, en mode: «Oui, mais les féministes anti-porno, c'est dépassé, c'est les années 80». Bon, bah, déjà Marx, merci quoi et en plus, Surtout qu'on est le littéralement en train de en mais oui, plein dans un débat On est en sur plein mais dedans, oui, une donc féministe c'est de grave, cap rad. bref. mais bien sûr et en fait, sans dire que Dr Zoé, c'est nécessairement la plus rad femme, la plus anti-porno et cetera. Mmh. C'est même pas tant la question parce que Non. moi, je trouve que Dr Zoé, elle incarne bien ce féminisme un peu de Twitter, de la 4e vague, qui est un peu confus aussi sur ces questions-là et qui sait pas trop comment, genre se positionner aussi. Parce que j'ai vu certains trucs qu'elle a écrits sur les TDS en disant: «Bon, la loi actuelle qui pénalise donc les clients, mais du coup qui met en danger les TDS, notamment les plus précaires et les migrantes qui vont, en général, être, plus à même d'être réprimées par cette loi». Je vous invite à lire, Les luttes des putes de Thierry Schaffhauser. Pardon, j'ai insisté, mais parce que Oui. j'ai peur de pas parler dans le micro. Désolée et qui est incroyable pour le coup et qui remet bien toutes ces questions, de manière matérialiste et du coup, je pense que voilà, en tout cas, si elle fait preuve de bonne foi, qu'elle arrête de nous traiter de pick me et de collabos comme, certaines personnes anti-porno le faisaient déjà et qu'on discute clairement de ces sujets-là et qu'elle nous donne ses avis, qui dépassent un peu les traits bancals, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, puis sortir aussi de enfin désolé, mais là, on en revient à la matrice Twitter dégueulasse et tout ça, c'est de Bah oui, donner oui. cette sensation que c'est une éternelle guerre de chapelle et que toute opposition, toute personne qui se mettrait dans un camp ou de l'autre, ne fait que suivre la ligne de boutiquiers et que c'est des Mais boutiquiers bien qui s'envoient des sûr. fions, quoi. En fait, si on en parle et si on fait stream, c'est vraiment parce que, bah, désolé, mais Dr Zoé et donc par extension Pas du Team, ils ont de l'influence. Qu'est-ce qu'ils font de cette influence? Qu'est-ce qu'ils essaient de pousser Mmh. comme féminisme? Voilà pourquoi on adresse ces questions-là, quoi. Ah C'est pas oui. une histoire de Zawa versus Pas du Team au fond, tu vois? Vraiment, c'est Mais bien bref. sûr. Mmh. Mais Ouais, parce que mais la surtout question de que la sexualité, c'est pas une question, accessoire de: «Ah, vous aimez pas la discipline» et cetera. Enfin, je veux dire et même des féministes marxistes comme, Federici, ont consacré énormément de place à la sexualité des femmes, notamment comment elle a été réprimée pour lui imposer un espèce de carcan bourgeois qui est hyper intéressant et je vous invite à lire parce que pour le coup, c'est des marxistes, donc comme ça, on pourra pas avoir l'accusation d'être des libéraux et cetera. Et voilà et donc je pense que c'est vraiment des questions sérieuses, et qui ne méritent pas cette polarisation insupportable, quoi. cette polarisation, moi, je me suis vraiment attaché à bien décrire tout le glissement qu'opérait Zoé au fur et à mesure de toute cette polémique de merde. Mais en fait, le problème, c'est que ce glissement, il y a beaucoup de gens qui étaient en mode oui, enfin qui accusaient, les Awazouz, d'être dans une rhétorique de la citadelle assiégée et cetera. Mais du coup, eux aussi se retrouvent là-dedans et se Oui. retrouvent soutenus sur Twitter par des gens qui disent que, bah, Thierry Schaffhauser, il soutient la prostitution des mineurs. Et en fait, Oh le problème, waouh! c'est quand tu es soutenu par des gens comme ça, tu vas te dire: «Bah, c'est les gens qui me soutiennent, du coup, je suis un peu de leur côté». Du coup, tu vas leur donner plus de crédit et c'est comme ça, en fait, que sans avoir vraiment interrogé la ligne ou du moins en avoir parlé publiquement, quoi, bah, tu vas te retrouver toi-même sur une ligne qui historiquement, bah, une ligne anti-porno, anti-pute, qui a son histoire et dont tu connais pas assez l'histoire pour, savoir où est-ce que tu te situes d'un point de vue féministe. En fait, tu vas te retrouver noyé dans ta propre façon de faire une polémique. En fait, ils aiment beaucoup dire, la moïsation, mais ils sont en Mmh. train de s'auto-moïser dans un sens assez réactionnaire, en fait, sans s'en rendre compte. Bah, oui, réactionnaire sur notamment sur ces questions-là et je pense que c'est pas des questions qu'on peut laisser enfin mettre à la poubelle. Surtout que le féminisme français a eu tendance à les C'est foutre, au-dessus. sous le tapis, mais à un moment là, elles deviennent hyper importantes, surtout dans le contexte où on a des rapports insupportables. Parce que pareil, les gens qui disent: «Le féministe anti-porno, c'est dépassé». Non, 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 c'est les féministes institutionnelles, la Fondation des femmes et cetera, qui sont abreuvées de ça, qui ont Mmh. des discours caricatureux. Il faut voir à Bien sûr. quel point ces rhétoriques anti-porno et ben elles ont infusé plein de débats, notamment sur la question du
consentement, sur la question de plein de trucs. Mais par exemple, sous l'ère Reagan, Dworkin et McKinnon avaient été invités justement pour se prononcer sur la pornographie, pour savoir s'il fallait interdire cette obscénité dangereuse pour les femmes et les enfants. Et donc, désolé, mais là, pour le coup, peut-être que nous, on est des libéraux. Enfin, mais eux, c'est quoi du coup? Parce que aller sucer Reagan, merci quoi. Enfin, je veux dire, C'est pour ça qu'on insiste fatigant. autant sur le puritanisme et même les questions de désir et tout ça. Et je dirais même le côté plus dégène Mmh. en risquant ce mot parce que non seulement je le trouve important, mais aussi parce que il y a aussi le côté terrain miné que peuvent avoir toutes les discussions sur la question qui rendent le tout insupportable parce que dès que tu dis un buzzword, ça commence à partir dans tous les sens en disant ah mais vous défendez les violeurs, ah mais en fait vous voulez rétablir je sais pas la prostitution, vous voulez Non. rétablir la prostitution des enfants, enfin en fait ça part très vite sur des considérations absolument lunaires, d'où aussi la nécessité d'arrêter de cacher ou d'arrêter enfin bref de mettre en place des logiques de surveillance pour reprendre le truc de Zoé. Enfin, en fait ça mine les débats d'autant plus sur l'espèce d'offensive générale, que ça soit sur les TDS, que ça soit sur l'éducation sexuelle, etc. Enfin, Bien sûr. c'est vraiment Ah faire ouais. le lit de logique désastreuse. C'est pour ça aussi qu'il faudrait arrêter de se pisser dessus à Mmh. chaque fois, en fait, qu'on essaye même d'amener ces questions à un peu plus que ici, c'est des gènes, mais du coup, ça doit un peu rester dans le coin et vous Bah, faites bien ce que vous voulez. Voilà, Ouais. quand c'est bien d'aut derrière d'autant des que portes c'est closes, machin, bidule, mais par contre, vous amenez pas ça en public, vous amenez pas ça en orga. Moi, tout le discours de séparation, de délimitation bien claire et bien nette de chaque petite étape de la vie, il me fait péter les plombs. d'autant que c'est les premiers à savoir que la logique d'interdiction ne va jamais réussir, qu'ils vont jamais la mettre en place. C'est parce qu'ils ont commencé à l'admettre quand ils ont commencé à rétropédaler. Mais en fait, il en reste quelque chose. Et ce qu'il en reste, c'est l'affect autoritaire, c'est l'affect de contrôle, Mmh. c'est l'affect puritain, tu vois. Donc c'est aussi le truc Et de c'est aussi le résultat d'une peur, tu vois? Enfin, à la limite, bah oui, Ah oui, totalement. le truc à l'origine, je comprends, mais justement, c'est comme on est habitué à avoir peur, comme on est habitué à pas bander et comme on est habitué à se pisser dessus, ça en vient en fait, enfin, ça rend bête. mmh, C'est ça Oui. que je voulais dire, quoi. Et puis après, moi, je veux juste, petit disclaimer, force à vous les meufs, quand vous avez vécu des dingueries et que vous êtes dans un ras-le-bol et que vous en arrivez Mais oui. potentiellement des fois à partir sur des trucs essentialistes, façon les hommes tous pourris, blabla. Vraiment, force à vous. Mais moi, j'encouragerai jamais cette voie-là non plus, quoi. Je veux dire, et des fois, c'est partir aussi d'un prisme où on a une blessure et cette blessure, il faut pas, en fait, faut, C'est faire, ouais, faut guérir et je pense que c'est non c'est, seulement faire avec la blessure et puis même, tu vois, enfin, proposer un outil qui soit autre que d'enfermer justement même dans le truc de tout le traumatisme. Le discours sur le traumatisme, il est très, 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 très prégnant. Mais c'est pareil, enfin, au final, tu te retrouves avec juste, ton identité en fait qui devient, déjà tu vas forcément être traumatisé et tu vas forcément être enfin, ton être entier va être résumé par le traumatisme et du coup, tu vas être essentialisé à ça. Et du coup, oui. qu'est-ce qui vient après? Est-ce que tu dois t'enfermer? Est-ce que tu dois, enfin et puis pareil, au niveau de la protection, tous les discours de protection, ça a donné, ça a donné la situation qu'on a aujourd'hui, quoi. Et c'est ça qui m'effraie, pour absolument tout le monde. Oui, puis C'est on n'est jamais très loin de ce qui a fini par faire de certaines radfemmes, même si certains n'en méritent pas le nom, des TERF, comment dire, des féministes qui cherchent à exclure les femmes Mmh. trans en particulier et oui, les hommes trans ensuite, oui. parce que ça a fini par s'imposer à elles, du champ féministe. Et cette base-là, c'est l'essentialisme. Et c'est typiquement aussi dans des formules de ras-le-bol et d'essentialisation qu'on va retrouver les racines à cette réflexion. Parce que le problème, c'est que si tu réfléchis comme ça, bah, en fait, le problème, c'est ceux qui ont l'arme du crime entre les jambes, quelque part. Bah Et oui. le bah oui, problème des mecs trans, c'est de chercher comment dire, à s'approprier les à avoir privilèges les masculins attributs pour du sortir criminel. de la matrice de domination. Mais du coup, en fait, c'est ça aussi, c'est que en fait, comment on résout ce paradoxe quand on mène à des discours essentialistes sur le résultat que donnerait la drague ou la promiscuité sexuelle dans un espace entre hommes et femmes, comment on arrive à résoudre cette contradiction de bah on essentialise ce que les hommes feraient, hein, et finalement par des petites phrases, c'est ce que fait Dr Zoé quand elle dit, je sais plus exactement ce qu'elle dit, mais quand elle dit la drague industrielle, mais comment tu résous cette contradiction de bah tu vas pousser vers l'essentialisme et nous on sait très bien que ça va finir par pousser
vers le terfisme aussi. Et désolé, mais il y a certaines personnes avec qui elle partage, qu'elle relaie sur Twitter, notamment une certaine personne, je ne vais pas la nommer non plus, mais une certaine personne qui vient du mouvement d'uni collectif anti-prostitution, collectif qui, il y a des années, avait sur son site internet des posts profondément transphobes, des posts où Bah oui, ça écrivait littéralement les femmes trans réifient les pires clichés de la féminité par fétichisme, en allant se prostituer et tout ça. Et en fait, c'est juste que dans la méta actuelle, c'est pas entendable. Donc en fait, le mouvement d'Uni et d'autres organisations de ce type ont fait disparaître les traces de ce genre de prise de parole, mais est-ce que ça fait disparaître la structure? Est-ce que ça fait Ils ont disparaître les rebrand en militants? structure de protection. C'est le discours maintenant qui est dominant, c'est justement de faire rentrer même les femmes qui seraient forcément victimes de la prostitution aussi dans un certain circuit. Il y a tout un discours justement sur la réhabilitation. Mais pour accéder à ce parcours de réhabilitation, il faut être une bonne victime. Justement, enfin, Mais le côté victime, on le voit vraiment ici, quoi. Il faut admettre qu'on a été victime, ensuite pour avoir le droit d'être aidé, etc. Et moi, c'est ça qui me fait peur parce qu'au final, le discours et le rebrand, il a marché, quoi. C'est parce que bien maintenant, sûr. enfin, moi, je me souviens dans la ville où j'étais, c'était, enfin, toutes les interventions justement qui parlaient même de prostitution, c'était que le nid. Jamais ça a parlé du Stras une seule Mmh. fois. J'ai appris l'existence du Stras sur le tard. Je ne savais même pas à l'époque, justement, quand moi j'étais TDS que je pouvais me syndiquer. Le mouvement d'Uni, donc association, enfin un mouvement anti-prostitutionnel, et le STRAS, syndicat des travailleurs, je ne sais plus exactement l'acronyme. Syndicat du travail sexuel, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Voilà. Et juste petit aparté aussi, je vous mettais ça tout à l'heure, c'est parce qu'avec Cassandre, on avait fait une émission avec Thierry Schaffhauser et Sarah Marie Très Maffezoli. bonne émission. Sarah Maley Maffezoli. Donc je vous mets le lien si vous voulez aller voir cette émission. Ouais. Voilà. C'est juste aussi admettre qu'à un moment aussi à gauche, on s'est vachement focalisé justement sur tout le côté protecteur et même le côté sauveur. Enfin, c'est ce que je disais Ouais. c'est ce que je disais dans mon trade. Voilà, toujours cette posture Paternelle. La vision très humanitaire, morale, quoi. voilà, c'est ça, beaucoup d'humanitaire, beaucoup de sauvetage messianique des populations qu'on Ouais. prétend protéger, mais que du coup on finit par essentialiser. Et enfin, pour parler de background sans non plus trop verser dans le truc perso, mais même, enfin, moi, c'est des discours que, en tant qu'ex-TDS et en tant qu'ex-Tox, j'ai entendu tout le temps. C'était on va les sauver. Ces pauvres bébés phoques. Enfin, c'est toujours englobé évidemment sur beaucoup de trucs mielleux. C'est l'idée aussi de enfin, que les TDS qui seraient plus victimes et traumatisées pourraient pas faire des choix pour elles-mêmes et ça nie leur Bien agentivité. sûr. En faisant une séparation, une espèce de hiérarchie entre nous qui savons et qui ne sont sortis de l'aliénation, on ne sait pas comment, et celles qui sont trop traumatisées pour prendre des choix corrects pour elles-mêmes. Donc Mmh mh. il faudrait aider, protéger. Mais ça, c'est aussi, à cause de l'accaparement du discours notoirement par, toutes les institutions, en particulier, je pense à l'institution, pardon, psychiatrique. Et ça a été On peut en un parler. naufrage aussi que bah, ouais, de fou, parce que même dans les Après services tout, il y a un médicaux, psychiatre quand même dans la et team. cetera. Oui, 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 bah, oui, Bah et un oui. c'est vrai, médecin, de donc fou, de fou, de enfin fou, de une fou. médecin. Et justement, c'est aussi, dans tout le développement, que ce soit même, du DSM ou de la pensée sur, enfin, sur n'importe quoi, sur les addictions, sur les drogues, sur la prostitution et tout, jamais dans, les commissions et cetera, on va, aller trouver, ceux qu'on considère comme, je mets des gros guillemets dessus, mais, c'est à peine ça, c'est que ceux qu'on considère comme les plus dégènes. On va jamais s'adresser à eux, on va toujours, s'adresser à des acteurs, et cetera, qui sont plutôt compatibles, enfin qui ont un discours de victime parfaite, qu'on va pouvoir instrumentaliser pour légiférer dessus ou, trouver, des nouvelles dénominations, des nouvelles directions, pardon, pour réguler un petit peu. Et du coup, 'fin, ça donne ces trucs désastreux. Après, ça pose aussi la question de est-ce qu'on va vraiment continuer à faire confiance à ces institutions-là? Moi, j'ai ma réponse là-dessus. Et je sais qu'il y a des avis, des avis différents, mais. Je sais pas, moi je dirais, moi j'ai envie d'être en mode freestyle et tout, mais la vérité, les gens, c'est juste que moi je veux défendre un monde. Si les meufs
peuvent être des salopes, qu'elles en aient le droit en fait. Et c'est pas pour autant Voilà. qu'elles méritent les agressions et les viols ou toute prise de risque qui aurait des conséquences néfastes leur soit reprochée en dernière instance parce qu'elles auraient fait ce choix-là et que on leur propose une moralisation de leurs pratiques, faire sécession avec les hommes, et in fine avec tout possesseur du membre masculin, parce que on va vers cette logique-là. Voilà quoi, désolé. Et si ça pour vous c'est être libéral, bah écoutez, on est content entre libéraux. Mais dans le Non, sens. mais surtout que Oui, moi moi j'ai je envie de serais heureux de rappeler, suivre. moi j'ai envie de rappeler aux marxistes qui balancent le terme libéral H24 sans même plus savoir ce que ça veut dire, que sans le libéralisme on n'aurait pas eu Marx. Parce que quand on parle de libéralisme au sens philosophique, c'est quoi l'émancipation des travailleurs si ce n'est la liberté? C'est ta conclusion, ah ouais, comme ça. Ouais, 360 voilà, noscopes Il a et lancé puis ça voilà. comme ça, hein. Mais tu veux dire quelque chose toi, Nonan? Oui, super conclusion, pas du tout. Mais non, je voudrais dire lisez. Pour moi, genre, je pense que c'est vraiment Oui, important où on va lire, intéressez-vous genre, à on ça. va faire des streams, moi, je voulais faire grave des streams pour lire, pour un féminisme de la totalité et tout. Parce que j'en ai marre, globalement, des gens qui se déclarent, féministes. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas être une femme qui suffit à être féministe et à un moment, il faut lire et je voudrais dire un truc plus sur la théorie, mais je pense que la théorie, c'est important, je veux dire vraiment concrètement et c'est pas avec des trades et des espèces d'antagonismes un peu, débiles qu'on va sortir vraiment, un truc politique concret. Parce que genre, je trouve qu'opposer le truc de: «Je suis victime, il me faut des réponses simples» à, la théorie: «Vous êtes des intellectuels» et cetera, ça ne tient pas. Moi, je sais pas, mais enfin, j'ai vécu pas mal de choses, bah, en tant que femme et cetera, de violences sexistes et sexuelles et c'est dans ces moments-là que j'ai le plus réfléchi à la théorie parce que la théorie, c'est pas un gros mot. La théorie, c'est vraiment, vraiment ta manière de la manière de penser le monde, de penser ce qui t'arrive et ça fait parler ton corps et cetera. Enfin, je veux dire, c'est vraiment profond la théorie et tu peux pas, la refuser sous des postures anti-intellectuelles et vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux donc faut le lire, faut se former politiquement et arrêter de prendre, le féminisme comme, bravo les femmes, bravo les lesbiennes, quoi, c'est tout. Oui, et Voilà, puis c'est ma rappelle un conclusion. truc sur le désir, et ça c'est un truc qu'il faut respecter, et même pour les filles, désirer c'est parfois se tromper. Des fois c'est faire des mauvaises expériences, c'est faire du mauvais sexe, c'est avoir des blessures, et consentir à un rapport sexuel, ça veut pas forcément dire que ça va bien se passer, voire même tu peux peut-être vivre une expérience qui est douloureuse. Mais il faut, plutôt que cette tentative de vouloir surprotéger une espèce d'idéal de la femme, de ce qu'elle devrait faire, de sa sexualité, ou de comment les hommes devraient se comporter dans les espaces et tout ça. Enfin, bien sûr, bien évidemment, c'est un problème, hein, c'est pas, il faut adresser la question. Mais par pitié, laissez-la faire leurs expériences. En fait, au bout d'un moment, c'est ça, quoi. C'est désolé, elles ont une agentivité, elles ont besoin de se tromper aussi. Et puis de toute façon, on fera pas disparaître magiquement le patriarcat et que le sujet féminin se construira aussi dans beaucoup de situations par précisément le fait de se tromper, par précisément le fait d'être blessé. Et voilà, peut-être qu'on peut le déplorer, peut-être qu'on peut idéaliser un monde où ça ne se passe pas, mais en tout cas, c'est la réalité avec laquelle on fait. Et avoir des mesures purement liberticides pour essayer de résoudre la situation en claquant des doigts, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est arrêter de réfléchir à analyser et transformer la société. Et juste, attendez, je fais juste un petit shout-out à Nonor et Donmax. Ah oui. Allez vous abonner à eux et à Nonor par extension, qui fait souvent des lives avec Donmax et qui donc parle de tous ces sujets et aussi d'antiracisme. Et je vais faire shout-out aussi à toi, Doberman Oui, Malgache. Et oui, bah du coup, bah, je vous remercie, hein, vraiment. Merci d'être venu. Ouais. Mais en tout cas, les gens, c'était trop bien. Bon, bah écoutez, des bisous, les amis. Ouais. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Et puis à plus. Hein. Ah, mon internet a freeze, allô? Oui, allô, quoi? Quoi? Oui, allô? Oui, Au allô? revoir. Oui, oui. On se disait au revoir. Oui, on se disait Ah au bah revoir. d'accord, bah au revoir du coup, oui, pardon, ça a freeze au dernier moment. Au revoir tout le monde, merci encore, c'était trop cool. Bisous, bisous, au revoir. Salut, salut. Au revoir, oui.